l'idée, c'est de faire un petit tour de table pour savoir quelles sont vos attentes par rapport au networking. Donc là, la thématique de ce matin, c'est comment, en tant qu'entreprise, on va faire du réseau, comment on construit son réseau, à quoi sert le réseau et quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Donc ça, c'est une première partie. L'idée, c'est de pouvoir échanger tous ensemble sur nos bonnes pratiques, c'est-à-dire que on ne va pas être sur une présentation descendante. Je ne suis pas là pour vous dire je sais tout et je vais tout vous apprendre. J'ai un avis sur le sujet du réseau, j'en fais depuis maintenant une quinzaine d'années, donc je vais pouvoir vous donner certains éléments, mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse échanger ensemble sur vos bonnes pratiques, sur les choses que vous avez mis en place, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas de votre côté. Et puis, on en discutait hier avec certains des incubés de l'EM qui me disaient c'est un peu frustrant, on ne se voit pas dans la vraie vie, c'est difficile de faire du réseau, et puis si on est 25 ou 30 sur le Zoom, on ne va pas parler à 25 ou 30. Donc, si ça vous va, à la fin de la session, ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne un Discord. On a ouvert un Discord spécifique pour ça. On s'est posé la question hier de ce qu'on pouvait mettre en place et ils ont eu une super idée. C'est l'idée du Discord, en fait, c'est qu'on puisse avoir des rooms qui sont vocales. Et donc, on peut échanger dans une room à 3-4 comme si on était dans une salle et qu'en fait, on faisait les tours des groupes. Et donc, en fait, vous rejoignez la room que vous voulez et on discutera. Voilà. Donc, ce sera pour terminer par un temps de networking. Donc, ce que je vous propose, moi j'ai pris de quoi prendre des notes, c'est qu'on commence par un petit tour de table pour que vous puissiez très très rapidement pitcher, vous présenter en 2 phrases et surtout vos attentes. En gros, pour vous, c'est quoi le réseau? Qu'est-ce que vous avez mis en place ou potentiellement des choses que vous aviez mis en place et puis qui ne marchent pas et qui vous angoissent. Très précis. Génial, génial. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Tout le monde est là? Tout le monde a pu se présenter? Parfait. Eh bien, ça nous fait un sacré nombre de sujets à aborder. C'est génial. On va essayer de les prendre, alors pas forcément dans l'ordre qui ont été donnés, mais on va discuter un petit peu de tout ça. Alors moi, j'ai beaucoup entendu comment on crée un réseau de façon saine. Il y a un enjeu de contexte. Il y a l'enjeu des relations qu'on crée derrière, de la valeur qu'on met derrière tout ça, comment on trie, comment on ne perd pas son temps. OK. Le premier sujet, et c'est quelque chose d'essentiel, et on va revenir aux bases du marketing, c'est qui est votre cible. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des personnes, pas mal d'entrepreneurs, débarquer dans un événement, les mains dans les poches, en ne sachant pas quel était cet événement, en ne sachant pas qui était là et en ne sachant pas pourquoi ils étaient là. Et donc forcément, si vous arrivez dans un événement ou dans une discussion sans avoir posé un contexte et sans que vous sachiez pourquoi les gens qui sont autour de la table sont là, eh bien en fait, il y a de fortes chances que vous ayez du mal à faire du réseau. Et que ce soit difficile et que vous vous dites, mais attends, c'est bizarre, j'ai échangé avec des gens, mais en fait, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, le premier sujet, c'est qui est votre cible. C'est-à-dire que si vous voulez faire du réseau de manière efficace, il faut d'abord se dire, en fait, avec qui est-ce que j'essaye de rentrer en relation. Et ça, c'est un sujet qui est essentiel parce que tant que vous n'avez pas défini une cible, il y a une forte chance que vous allez papillonner. Et donc, si vous papillonnez, il va se passer quoi? Il va se passer que vous allez passer énormément d'énergie sans avoir de résultats et sans avoir de retour. Et puis, vous allez dire, en fait, le réseau, ça ne marche pas, le réseau, c'est nul, et puis, en plus, on me prend pour quelqu'un d'intéressé, etc. Alors moi, je voulais un petit peu réagir à ce que tu disais tout à l'heure, Fanny. J'aime les relations authentiques et vraies, et je pense qu'il y en a plusieurs qui ont réagi sur le sujet, que c'est important. En fait, la relation, elle est authentique à partir du moment où toi, tu es sincère dans ta démarche. Et bien sûr que tu peux avoir une démarche où tu vas m'appeler et tu vas être intéressé pour discuter avec moi. Et bien sûr que tu te dis que je vais peut-être t'apporter quelque chose. Mais on est d'accord là-dessus. Mais il y a 2 cas. Il y a le cas où tu n'es pas sincère. Si tu n'es pas sincère et si en fait tu n'as pas envie de me parler, ça va se sentir. Et donc ça, il y a la question du cœur que tu mets derrière ton business, du sens que tu mets. Et ça, c'est vraiment lié au pourquoi de ton business. Et ensuite, il y a l'autre chose, c'est est-ce que je suis bien ta cible? Si je suis bien ta cible, en fait, c'est plus qu'est-ce que je vais demander à Pierre, mais c'est comment je vais pouvoir aider Pierre. Moi, chacune des personnes que je rencontre dans le réseau, le but, c'est pas de dire salut, je m'appelle Pierre, j'ai un truc à te vendre ou j'ai un truc à te demander ou non, c'est salut, t'es qui, tu fais quoi, comment je peux t'aider. Et en fait, cette démarche, même si les gens sont bien conscients que je suis intéressé derrière, c'est une démarche qui est beaucoup plus qui apporte beaucoup plus de valeur. Et donc, c'est là où on peut avoir une démarche qui est sincère. C'est là où on peut avoir une démarche où, bien sûr, quand je discute avec quelqu'un que je rencontre pour la première fois, je me pose la question de savoir si demain, je vais pouvoir, et je vais utiliser ce mot-là, l'utiliser. En gros, est-ce que cette personne, demain, va pouvoir m'aider à faire un pas de plus dans mon business? Mais
À un moment, si je t'appelle Fanny et que je sais quel est ton besoin et que je te rends service, est-ce que toi, ça te choque qu'à un moment, je t'utilise? Je fais exprès d'utiliser ce mot-là parce que c'est un mot qui est potentiellement choquant. Est-ce que toi, ça te choque? Non, ça ne me choque pas parce que je suis aussi dans cette démarche donc voilà. Mais pour quelqu'un qui est pas du tout dans cette démarche, Pourquoi tu décides à sa place? ouais, non mais tu as C'est raison, ça le quoi. sujet. Mmh. Le sujet, il est la même chose. Et moi c'est un exemple que je prends souvent. Euh, En général, on fait du réseau parce qu'il y a un enjeu business derrière. Donc, à un moment, on va se poser la question de, bah tiens, c'est peut-être mon prospect, je vais lui vendre quelque chose. C'est peut-être un partenaire, il va peut-être m'aider à accéder à ma clientèle. Ou c'est peut-être un prestataire avec lequel je vais bosser. Donc, il y a un moment, il y aura une relation un peu contractuelle. Euh, Signer un contrat, c'est comme une demande en mariage. Et pour Ça me pouvoir faire parle, une demande en mariage, il faut qu'il y ait. Excuse-moi. ça me parle. D'accord. Donc voilà, signer un contrat, c'est comme une demande en mariage. Et donc, imaginez que je vais sur la place Bellecour, là, maintenant, tout de suite. Je prends la première personne qui passe, je m'agenouille et je la demande en mariage. Non, ben non, ça marche pas. On va d'abord faire un premier rendez-vous, puis un deuxième, puis un troisième. Et bien sûr que peut-être que dans les rendez-vous, moi, j'aurai en tête un mariage, 3 enfants, un chien et un chalet. Sauf que si je le sors dès le premier rendez-vous, en fait, je vais juste faire peur à la personne qui est en face de moi. Donc, le fait d'être intéressé et le fait d'avoir une démarche construite, c'est pas ça qui pose problème. Le problème, c'est quelqu'un qui viendrait à tous les événements et puis qui en fait papillonne, passe une demi-heure avec chaque personne qu'il rencontre et en fait, il sait pas pourquoi. Donc en fait, lui, il a perdu du temps, mais à la limite, c'est son problème. Mais surtout, il a fait perdre du temps à tous les gens qui étaient là. Et en fait, le message, alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'autre extrême de la personne qui vient vous voir et qui vous dit Hey, tu veux te marier avec moi? C'est un peu lourd aussi. Donc il faut aussi trouver le bon équilibre. Mais ne pas savoir ce que vous voulez, ne pas savoir le pourquoi de votre business, vos valeurs, et ne pas savoir à qui vous vous adressez ou à qui vous voulez vous adresser, bah en fait, là, ça pose un problème. Alors là, vous avez vu, je ne vous l'ai pas dit dès le départ, mais le but de vous faire pitcher, c'était aussi pour vous entendre pitcher. Et vous avez 2 manières de pitcher. Salut, je m'appelle Pierre, voilà ce que je fais. Et puis après, je peux en rajouter un peu, regarder comment c'est bien, regarder comment j'apporte de la valeur. Et puis après, il y a bonjour, je m'appelle Pierre et voilà le besoin auquel je réponds. Et c'est génial parce que si vous partez du besoin, vous allez voir que les personnes, elles vont avoir plus envie de vous parler, surtout si le besoin, il leur correspond. Et en fait, en parlant d'un besoin, vous allez discriminer vos interlocuteurs. Alors, discriminer, ce n'est pas un mot négatif, hein, c'est juste que vous allez les trier. Et donc, je ne sais plus qui est-ce qui posait cette question-là tout à l'heure. Denis, comment on les trie? On les trie en étant soi-même, en étant clair sur notre pourquoi et en étant clair sur un sujet qui est essentiel, c'est à qui je m'adresse. Et tu vas rencontrer des gens qui ne seront pas dans ta cible. Il faut que tu le saches le plus vite possible. Et moi, quand j'ai fait un rendez-vous, quand j'ai rencontré quelqu'un, que j'ai passé une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et que je ressors de ce rendez-vous et que je me dis, OK, en fait, c'est pas la bonne personne. C'était intéressant, on a passé un bon moment, parce que la plupart du temps, 97% du temps, on passe un bon moment. Mais là, moi, ça m'a pas fait avancer dans mon business. OK, pourquoi? Comment je fais pour pas que ça se reproduise? Qu'est-ce que j'ai appris? Et pourquoi c'est pas la bonne personne? Et en fait, ça va venir renforcer ma connaissance client. Par exemple, ça va venir renforcer mon persona ou ma cible client. Si vous êtes au clair sur ces sujets-là. Donc, on parle de quoi? On parle de définir le pourquoi de votre business, en sachant que je sais très bien que sur une boîte qui se monte, ça évolue avec le temps. On parle de définir votre persona, votre site commercial. C'est 2 jolis mots pour dire la même chose, hein. C'est qui ma cible, à qui je m'adresse. Et on parle de définir un truc qui est essentiel, c'est son besoin. Et une fois que vous avez défini un ensemble de besoins, c'est de valider que ces besoins existent. Si vous n'avez pas de besoin, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de réseau. Moi, si vous venez me voir et que vous me parlez de votre besoin, si je me sens concerné, bah, je vais venir vous parler. Je prends un cas concret. Marc-Antoine, j'ai discuté avec lui, je rencontre dans un événement. Lui, il propose une solution pour les propriétaires d'Airbnb. C'est simple, je suis propriétaire d'un Airbnb ou je ne suis pas propriétaire d'un Airbnb. Je suis dans ce cadre-là ou je ne suis pas dans ce cadre-là. Peut-être que Marc-Antoine est quelqu'un de super intéressant et peut-être qu'on va pouvoir refaire le monde toute la nuit, pas de problème. Mais par contre, si je ne suis pas propriétaire d'Airbnb et qu'il est dans un événement de networking business, il n'a pas intérêt à passer toute la nuit avec moi, à discuter et à refaire le monde. Il a intérêt d'abord à trouver qui sont des gens qui sont dans le même cas. Alors après, il y a 2 choix. Il y a le choix où Marc-Antoine va se dire, en fait, Pierre, il ne m'intéresse pas, et il va couper la conversation le plus tôt possible. Concrètement, il va continuer les échanges. Ou
il va essayer de voir si potentiellement je ne peux pas l'aider à monter une marche, parce que je ne suis peut-être pas sa cible, mais peut-être que je peux l'aider à toucher d'autres propriétaires Airbnb. Peut-être que je peux avoir un avis sur le sujet. Peut-être que je rêve de monter un Airbnb, mais j'ai des blocages. Et le fait qu'il discute avec moi sur mes blocages va peut-être lui permettre de mieux comprendre pourquoi je ne me lance pas. Et au passage, peut-être qu'il va m'aider à débloquer ces choses-là, et peut-être que demain, je serai un propriétaire Airbnb. Ou pas. Mais au passage, Marc-Antoine, il a deux positions. C'est Pierre, il ne m'intéresse pas, je me casse. C'est un peu extrême, mais c'est réel. Hein. Ou Pierre, il m'intéresse parce que j'ai une meilleure connaissance de mon client ou de mon non-client. Pourquoi Pierre, il rêve de lancer un Airbnb et pourquoi il ne le fait pas? Quels sont les points de blocage? Et en fait, il va avoir une meilleure connaissance de ses clients. Donc, chaque rencontre, ça peut être hyper intéressant d'échanger pour savoir, en fait, apprendre des choses qui vont vous renforcer votre connaissance client. Alors moi, il y a une chose que je fais souvent, quand vous ne savez pas trop définir une cible, un besoin, une envie. Par exemple, vous ne savez pas prendre une décision, et après, je vais le remettre sur le networking. Moi, je vous conseille je prends une feuille papier, je fais 2 colonnes et je mets ce qui m'attire et ce qui me repousse. Et bien là, c'est la même chose. Je ne sais pas définir ma cible, définissez ce qui va l'attirer, ce qui va la repousser. Ce sera un peu plus clair et ça va vous permettre d'aller dans cet élément-là. Tous les enjeux de partenariat, de développement de son réseau de manière business, de façon saine, tous les mécanismes de communauté. Alors, la notion de partenariat. On a un partenariat à partir du moment où ça a du sens, qu'on collabore ensemble dans la même direction. Et donc ça, c'est le vrai sujet parce que la même chose, un partenaire, c'est comme un client. C'est la même relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une boîte qui est un peu établie et qui est structurée, quand on recrute quelqu'un qui s'occupe des partenariats, en fait, on recule un profil qui a un profil à peu près équivalent à celui des commerciaux, sauf qu'il n'est pas là pour aller vendre un contrat à son partenaire et pour prendre du chiffre d'affaires, mais il est là pour trouver le meilleur partenariat possible pour qu'ensemble, on fasse du chiffre d'affaires. Donc, au final, vendre ou signer un contrat de partenariat, c'est la même démarche. Qui est mon persona? Quel est son besoin? Comment je peux répondre à son besoin? Si je prends Pascal Gauthier de Formalizy qui parle des formalités juridiques des entreprises, qui travaille sur les formalités juridiques des entreprises, quand vous cherchez un partenaire, j'imagine que vous allez travailler avec des gens qui font de l'accompagnement de boîte. Je vous laisse me dire, peut-être des comptables au niveau des partenaires. Nous, on travaille avec tout un tas d'acteurs et généralement, en fait, c'est nous, ce qui est plutôt agréable, on va dire, quand on fait des partenariats, c'est qu'on est à même de leur apporter des clients plutôt que de leur en demander. Et qu'après, une fois qu'on noue la relation, eux sont amenés à nous en apporter aussi. Mais donc, on travaille que ce soit avec des avocats, des comptables, je sais pas, des gens qui vont créer des sites internet vers qui nos clients peuvent avoir ce besoin. On a d'autres, Donc, pour moi, tu as dit quelque chose d'essentiel. Tu as défini le besoin de tes clients et tu as décidé d'enrichir ton offre avec des partenaires qui peuvent répondre à ce besoin, à qui tu vas apporter du business. Tout à fait, ouais. Et alors, quand tu leur apportes du business, tu le monnaies, tu espères qu'ils vont t'en apporter en retour, vous l'avez contractualisé d'une certaine manière? Oui, on contractualise directement maintenant avec des commissions qui sont attribuées pour chaque client qu'on va leur apporter. Et inversement, pareil, si eux nous en apportent, on contractualise. Donc, ça peut être une partie du business model et une partie du chiffre d'affaires. Exactement. Voilà, via les partenariats. Et en fait, il y a deux manières. Il y a le partenaire où en fait, c'est lui qui va nous apporter plein de choses. Et puis, moi, je ne sais pas quoi lui apporter. Alors, dans ce cas-là, posez-vous la question des besoins de vos clients, des besoins de votre réseau et de ce que vous allez pouvoir faire. Parce qu'en fait, si la relation partenariale, elle n'est pas équilibrée, le risque, c'est que le partenariat n'est jamais lieu. Et moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient signé des centaines de partenariats. Et en fait, tous les partenariats étaient à sens unique. Des gens de d'autres boîtes leur renvoyaient du business. Je ne vais pas vous spoiler, ça ne marchait pas. Il n'y a personne qui envoyait jamais du business. Voilà. C'est facile de signer un contrat. Mais en fait, c'était du temps de perdu. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ok, donc, mon pourquoi, quel est mon business, qu'est-ce que je fais, ma cible ou mon persona, son besoin. Déjà, ces premiers éléments-là vous permettent d'être au clair sur votre démarche. Pareil, moi, vous allez me dire, mais Pierre, je vais dans quel événement? J'approche qui? Je parle à qui? Sur LinkedIn, je parle avec qui? Est-ce que LinkedIn, c'est le bon réseau social? Ça, moi, je ne peux pas vous répondre tant qu'on n'a pas défini précisément votre persona, votre cible commerciale, leurs besoins. Voilà. Alors après, il y a un autre sujet, c'est
Le pitch. Alors, je ne sais pas si on vous a déjà embêté avec le pitch, mais moi, il faut savoir que quand je fais des semaines de rendez-vous, de networking, je peux faire 30 à 40 rendez-vous par semaine, je fais 40 pitchs différents. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un pitch, je le fais évoluer. Et l'idée de le faire évoluer, c'est pas de le changer tout au tout, c'est de changer un mot, de se dire tiens, j'ai pas été à l'aise avec la manière dont la personne a réagi, je pense que c'était pas clair ce que je disais, comment je vais pouvoir le raconter maintenant. Et donc c'est essentiel que vous soyez au clair sur ce sujet-là et que votre pitch il évolue. Et en fait, un bon pitch, c'est un pitch que vous travaillez. Et si c'est apprendre un truc par cœur, ne pas y croire, et derrière mettre en place une sorte de répétition, toujours la même chose, ben en fait, on n'a juste pas envie. Voilà. Et alors, le secret d'un bon pitch, c'est un pitch où vous parlez du besoin de votre prospect. Honnêtement, ce que vous faites, absolument tout le monde en a rien à faire. Sincèrement. Vraiment. Il y a 7, 8 milliards de personnes sur la Terre. La plupart des gens ne vous connaissent pas, statistiquement. 99,99999% des gens ne vous connaissent pas, vous ne connaîtront jamais, et en n'ont rien à faire de ce que vous faites. Par contre, il y a un truc qui les intéresse. Leur nombril. Adressez-vous à leurs besoins, adressez-vous à leur nombril, et ça va bien se passer. Et donc, dans votre pitch, un pitch qui fonctionne bien, c'est pas « Salut, je m'appelle Pierre, je fais ça ». Non. C'est « Moi, je travaille avec telle typologie de clients, et voilà comment je les aide à résoudre ce problème-là ». Ou « Je les aide à résoudre ce problème-là ». Je ne suis même pas obligé de dire comment. Et en plus, ça me donne envie, ça donne envie à mon interlocuteur de venir me poser des questions. Donc, mettez-vous un truc en tête. Ce que vous faites, c'est important pour vous. La majorité des gens autour de vous n'en ont rien à faire. Sincèrement, vraiment. Dit autrement, absolument tout le monde s'en fout. Par contre, si vous adressez à un besoin et quelque chose qui me fait mal, moi, c'est l'exemple que je prends un peu régulièrement et ceux avec lesquels j'ai déjà échangé l'ont déjà entendu, c'est l'histoire du caillou dans la chaussure. Moi, salut, je m'appelle Pierre, j'ai un caillou dans ma chaussure. Sauf qu'aujourd'hui, je vais passer 10 heures assis à un bureau devant mon écran. J'ai un caillou dans la chaussure, ça me fait mal. Voilà. Cas numéro 1. Cas numéro 2, salut, je m'appelle Pierre, j'ai un caillou dans la chaussure et ça fait 10 km que je cours un marathon. J'ai un caillou dans la chaussure et j'ai mon pied qui est en sang. Si vous êtes vendeur de pansements, vous le vendez à qui? Il n'y a pas de piège. 2, je vois qu'il y en a certains, vous n'osez pas remettre le micro. Ok, 2, oui, on le vend à la personne numéro 2. Et donc, c'est le vrai sujet, c'est-à-dire que bien souvent, vous allez vous dire, bah oui, mais c'est logique, regarde, elle a tel problème. Non, vous en êtes conscient. Voilà. Alors attention, il y a un sujet essentiel, c'est la différence entre un problème et un besoin. Si je vais voir quelqu'un ou si je vais voir une entreprise, je suis capable, en ayant une discussion et en échangeant avec, de lister un ensemble de problèmes. Les problèmes, c'est des choses factuelles. Un besoin, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer la différence entre un problème et un besoin? Oui. Un besoin, c'est un problème pour lequel on cherche une solution. Et alors, exactement, je vais juste le dire différemment, mais c'est ça, c'est juste avant, c'est un besoin, c'est un problème dont on est conscient. Et donc, comme on est conscient, on cherche une solution. Donc, un problème, factuellement, vous allez voir une boîte, vous allez voir une personne, vous êtes capable de lister des problèmes avec elle. Vous êtes même peut-être capable d'en parler avec elle. Elle est peut-être même capable de vous dire, ouais, en effet, ça c'est un truc qui m'embête. Par contre, si vous lui parlez et que vous lui demandez de parler sans lui poser une question, et est-ce que tu as tel problème? Non, c'est qui t'es, tu fais quoi et parle-moi. Eh bien, si elle vous le dit de manière spontanée, ça c'est un besoin. Peut-être que là, maintenant, j'ai soif, mais je ne m'en rends pas compte parce que je suis dans ma discussion, je suis en train d'échanger avec vous, je suis concentré sur mes notes, je suis concentré sur ce qui se dit. J'essaie de rien oublier. Peut-être que j'ai soif, c'est un problème, mais ce n'est pas un besoin. Si j'en suis conscient, ça devient un besoin. Alors juste un truc, adressez-vous aux besoins de vos personas. Alors comment on fait pour avoir un besoin? On va les interviewer. La bonne nouvelle, c'est quand vous faites du réseau, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous interviewez votre interlocuteur. Alors, une interview, ce n'est pas forcément je prends des notes, je fais un enregistrement, je fais une retranscription derrière. Chaque discussion, vous pouvez très bien avoir une discussion puis prendre des notes après. Ou ressortir d'une soirée, avoir rencontré 15 personnes et vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris ce soir? Et ce que je vous disais tout à l'heure, avec le positif et le négatif. Qu'est-ce que j'ai appris de ma cible et qu'est-ce que j'ai appris de ma non-cible?
Marc-Antoine qui rencontre un non-propriétaire d'Airbnb, qui dit non, mais t'es gentil, mais moi, monter Airbnb, tu sais, ma priorité dans la vie, moi, c'est d'acheter mon appart, je sais très bien. Voilà, très bien. Ok, alors pourquoi? Et si je dois discuter avec toi, et si la discussion elle a commencé, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse pas? Et donc, je vais noter tout ça, parce que ça va m'apprendre des choses. Voilà. La transformation d'un problème en un besoin, c'est 18 mois de boulot et des centaines de millions d'euros. Des centaines de millions d'euros. Les seules boîtes qui ont les moyens, c'est Coca-Cola, McDonald's, Carrefour, c'est Starbucks, ces grosses machines qui ont des équipes complètes pour prendre des problèmes et pour rendre conscient le problème et en définir un besoin. Donc, si vous voulez vendre à la taille de boîte que vous avez, et même si demain vous avez une boîte avec 1000 salariés, c'est pareil, vous répondez à un besoin. Alors, j'en ai croisé plein qui traquaient des problèmes et puis qui derrière me disaient ben, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à faire du réseau, les gens veulent pas me parler. Je peux pas signer de partenariat. C'est cool, mais en fait, ce que tu fais, tout le monde s'en fout. Tu t'adresses à des trucs qui sont pas conscients, donc en fait, ils sont juste pas de temps à perdre. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, absolument, non, Ok. c'est intéressant, Pierre. C'est intéressant. Bon, je vous laisse réagir, me clair. dire si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, vous me dites. Marc-Antoine, tu nous dis, moi, ce que j'aimerais, c'est construire une communauté et comment on fait faire du réseau construire une communauté. Alors, c'est un peu le saint graal de plein de boîtes où on vous dit, mais construisez une communauté, vous verrez, trouvez vos 1000 vrais fans. Ok, génial. Faites un truc dans la vraie vie. Même en petit comité. Je sais qu'en ce moment, le contexte est particulier et que c'est un peu plus compliqué, mais on pourrait très bien imaginer un Zoom ou un Skype à 3, 4, 5 personnes. Faites un truc dans la vraie vie. Faites du lien humain. Je vous donne un exemple. Moi, ça fait 3 ans que j'anime une communauté à Lyon qui s'appelle Les Freelances Lyonnais, qui est une communauté d'indépendants à Lyon. Cette communauté, elle est complètement informelle, il n'y a pas de structure légale derrière, et il n'y a pas d'enjeu autre que d'aider les freelances à s'entraider. C'est tout. En 3 ans, on est pratiquement 2100. On doit être 2080 ou 2090. Il y a 2 choses. On fait un événement tous les mois dans la vraie vie et on a un groupe sur Facebook où on échange. Le groupe, il a été créé 3 mois après qu'on ait lancé les événements parce qu'on s'est dit ce serait bien de continuer les discussions puisqu'on se rencontre 10 fois dans l'année, à peu près une fois par mois. Donc, le sujet, c'est que si j'ai un sujet que je veux aborder avec d'autres indépendants, où est-ce que je les retrouve? C'était ça la question. Donc, on a créé le groupe pour répondre à un besoin. Et ce besoin, il a été défini par les gens dans la vraie vie. Si au départ, on avait dit on crée un groupe de Facebook de freelance à Lyon, on serait 200. Et il n'y aurait pas de discussion. Là, on a fait un truc dans la vraie vie. Donc en fait, faites un truc dans la vraie vie. Alors oui, il y en a qui me disent mais Pierre, je suis à Lyon, moi j'ai un marché qui est national, comment je fais pour faire un truc dans 15 villes en France? Oula, on ne s'excite pas, une chose à la fois. Faites un truc à Lyon qui marche. Montez un noyau dur de 10, 15, 30 personnes. Et ensuite, on se posera la question de comment on le réplique dans d'autres villes. On se posera la question de comment on fait des ponts avec d'autres villes. Mais ce n'est même pas à vous de décider quelles sont les autres villes, ça va dépendre de votre cible et de ses besoins. Ça va dépendre des opportunités que vous aurez, et ça, on le verra en temps voulu. Donc, quand vous voulez monter une communauté, faites un truc dans la vraie vie. Vraiment. C'est-à-dire que moi, il y en a qui m'ont appelé en me disant Pierre, tu as l'habitude de monter des communautés, je vois que ça marche bien, tu as des résultats, puisque les freelances lyonnais, c'est ma 3e communauté. Donc, j'ai aujourd'hui une communauté de gens qui bossent dans le web où on est un peu plus de 2000, la communauté des freelances lyonnais où on est un peu plus de 2000, et une communauté autour des réseaux sociaux où on est un peu plus de 12 000. Et on me dit, mais tu fais comment? Fais un truc dans la vraie vie. Je veux monter une newsletter, ça ne marche pas. Fais un truc dans la vraie vie. Parce que moi, j'en ai certains qui sont venus me voir en me disant oui, j'ai monté une newsletter, je pense que le contenu que je propose, il est de qualité, je pense que je réponds à un besoin, mais derrière, les gens ne s'inscrivent pas ou ne lisent pas ma newsletter. Cool. Qui est-ce qui a décidé de faire une newsletter? Ah, mais je pense que c'est ça qu'il faut. Non. Tu ne sais pas ce qu'il faut. Ce n'est pas à toi de le décider. Ça dépendra de ta cible. Et donc, ne mettez pas de l'énergie à créer un groupe sur Facebook, un groupe privé sur LinkedIn, un groupe WhatsApp, encore pire, à développer une solution sur mesure. Le nombre de start-upers qui ont 10, 20, 30, 50 000 euros à mettre pour développer un truc où tu te dis, mais en fait, ton truc, ça ne va pas marcher.
Ça va pas marcher tout simplement parce que ton idée, elle est bonne, elle est mauvaise, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel est le besoin et est-ce qu'il y a des gens qui vont venir. Voilà. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui m'a parlé d'une marketplace tout à l'heure. Moi, Denis. Denis, ok. Ouais. Denis, je suis désolé, mais Dis-moi tout. la marketplace, c'est la pire idée que tu puisses avoir quand tu montes une startup. Pourquoi? Dis-moi tout. En fait, Il y a du boulot, on vient, hein, surtout, hein. on vient de parler d'un persona. Là, toi, tu es en train de me dire que tu en veux deux différents qui Bah, voire doivent, plus. Ouais. voilà, voire plus, alors c'est encore pire, qui doivent être au même niveau de maturité et qui doivent monter en même temps. C'est-à-dire que l'offre et la demande doivent être coordonnées, sinon ça ne marche pas. Si l'un des deux est fort et l'autre est faible, ça ne marche pas. Oui, non, complètement. Ça, oui, complètement. Et honnêtement, c'est horrible comme business. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, on va remonter un site de petites annonces comme Le Bon Coin, c'est facile. » Non, Le Bon Coin, c'est horrible. Un business comme Le Bon Coin, il est très, très, Ah non, très mais c'est difficile à compliqué, monter. c'est sûr. Oui, mais c'est pas, bien évidemment. Donc, Ouais. en général, On va rester positif. restons positifs, je suis d'accord, et pour rester positif, en général, ce que je propose, c'est de définir quels sont les deux personas, de définir leurs besoins et de trouver le persona dans la marketplace qui a le plus gros besoin, le pain qui fait le plus mal. Et si j'ai trouvé celui qui a le pain qui fait le plus mal, en fait, j'oublie ma marketplace pour l'instant et je commence par répondre au pain de celui qui a le plus mal. Et le reste, je le fais à la main. C'est-à-dire que si c'est des gens qui cherchent des clients, je vais chercher leurs clients pour eux à la main. Si c'est des gens qui cherchent des prestataires, je vais chercher des prestataires Qu'est-ce pour eux que à la tu main. veux dire quand tu dis à la main? Un ordinateur, un fichier Excel, une D'accord. ligne téléphonique. Ok. Oui, non, mais de toute façon, oui, mais il y a un ensemble de choses, bien Voilà. évidemment, bien sûr. Oui, Voilà. je suis d'accord. Et ça, sur la partie réseau, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça apporte de la valeur. Et je reprends ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, c'est où ton brief? Là. Marketplace, bijoux, maroquinerie. Voilà. Donc la question, c'est qui est-ce qui a le pain? Est-ce que c'est les maroquiniers qui n'arrivent pas à vendre? Est-ce que c'est les bijoutiers qui n'arrivent pas à vendre? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur cible? Est-ce que tu vas aider des personnes qui achètent des bijoux à trouver le bijou pour leur homme, pour leur femme, pour eux-mêmes, pour faire un cadeau? Voilà. Et plus tu seras précis, plus tu auras défini un besoin qui fait mal, plus ce sera facile. Et alors, quel est le lien avec… C'est toute la démarche qui est en cours. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Et en fait, au final, la plupart des gens qui ont suivi cette méthode, ils n'ont pas monté une marketplace. Voilà. Ils ont fait quoi alors? En fait, un service qui répond à ce besoin-là. Demain, ça peut être un service de conciergerie qui t'aide à trouver le bijou pour l'anniversaire de ton conjoint ou de ta conjointe. Au final, tu es parti d'un sujet, puis tu l'as fait pivoter. Voilà. Alors, c'est quoi le lien de tout ça avec le réseau? Le lien, c'est que pour pouvoir définir votre persona, pour être sûr de votre besoin, il y a tout un travail que vous allez faire en amont. Donc, il y a 2 étapes. Moi, il y a ce que j'appelle le persona fantasmé. C'est ce que vous avez dans votre tête. C'est votre idéal. Et en général, vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas raison. En fait, vous avez à 70% raison quand vous connaissez votre marché. Alors, quand vous connaissez votre marché, quand vous ne le connaissez pas, il y a du travail. Et une fois que vous avez à 70% raison, la question c'est lesquels 30% sont faux. Et donc pour aller valider ça, on va rencontrer du monde. Et pour aller rencontrer du monde, on va aller faire du réseau. Et donc si je reprends le sujet de départ, qui est un des questionnements de Fanny par exemple, qui est comment je suis sincère et authentique, et qui est un questionnement qui est partagé par plusieurs d'entre vous, en fait, une fois que vous avez défini votre persona fantasmée, vous avez déjà travaillé le sujet, vous avez creusé, vous êtes posé plein de questions, vous vous êtes dit est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec ces gens-là? Est-ce que je peux leur apporter de la valeur? Et donc, quand Fanny, tu vas rencontrer quelqu'un dans un événement, tu vas tout de suite savoir si cette personne-là, elle est ton persona ou pas, en tout cas celui que tu as imaginé, et ensuite, tu vas pouvoir l'affiner. Et il suffit juste de mettre de la sincérité derrière, de se dire, est-ce que j'ai envie d'avoir cette conversation? Alors, si tu es allé dans un événement, si tu es là dans cette discussion Zoom, c'est qu'a priori, ça a du sens. Oui, alors, excuse-moi, je t'interromps. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai donc c'est la continuité des soins kinés à domicile. Donc moi, on va dire que l'utilisateur, c'est pour l'instant que j'ai défini, c'est le patient, on va dire en gros. Voilà. Mais dans mon modèle économique, je ne sais pas qui sera mon client. Je ne sais pas si ça sera l'utilisateur, si ça sera le kiné ou quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, je n'ai pas assez rencontré, par exemple, de kiné pour comprendre leur pain, justement. Et donc, la démarche d'aller les voir sans vraiment, justement, connaître où est le caillou dans leurs chaussures, en gros, ça me pose des difficultés parce que je leur prends du temps. Ouais. Pour une discussion justement qui est très libre, c'est vraiment une discussion large justement pour essayer de mieux comprendre leur quotidien et d'essayer de déceler potentiels besoins.
Mais est-ce que tu es vraiment intéressé dans cette discussion? Est-ce que Ah, quand mais tu vas discuter avec un kiné, est-ce qu'on sent que tu as la fibre, que tu as la passion? Est-ce qu'on sent que pour toi, ça a du sens? Ou est-ce qu'en fait, tu viens les mains dans les poches et tu n'en as un peu rien à faire? ah non, non. Non, non, mais moi j'ai toujours l'impression d'usurper. Enfin, je leur prends du temps, quoi. Comme je sais que leur psy, leur principal problème, c'est le manque de temps. Oui. Euh, Il faut passer au bon moment. ouais. Alors, sur les kinés, quel est le bon moment? Bah, c'est une bonne question. Par contre, par exemple, si tu prends le cas des boulangers, tu veux être pris au sérieux d'un boulanger, bah, tu viens à 3 heures du mat quand il prend son service. Et tu vas aller interviewer 15 boulangers à Lyon, et je connais des entrepreneurs qui l'ont fait, et ben tu te lèves et tu vas au début de leur service, parce que là, ils vont te prendre au sérieux. Alors, j'imagine que tu connais des kinés autour de toi. Mm. Est-ce que tu es capable de discuter avec 5 ou 10 kinés dans ton réseau proche? 5, oui, ouais, ouais, fait. Parfait. Et bien alors, ces 5-là, tu les interviews, tu discutes avec eux, et la question magique à la fin, c'est est-ce que tu peux me mettre en relation avec Ouais. 3 kinés autour de toi? Mm. Et ces 5-là, tu vas les transformer en 3 x 5, 15. Tu vas les transformer en 15 de plus. Et c'est une question, parce qu'en fait, quand tu es recommandé par quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de faire du réseau. Alors, on rentre là dans le côté one-to-one, et je vais rentrer un peu dans le côté, le contexte actuel nous empêche de faire des événements, c'est plus compliqué de se prendre des cafés, c'est plus compliqué d'aller se faire un resto, et c'est plus compliqué d'aller à des événements networking, parce qu'en fait, ils n'y ont plus lieu. Ok, on fait comment? Eh bien, en fait, on fait des interviews. Alors là, ça vous paraît basique, mais ça marche, et ça marche super bien. En gros, si demain, si je reprends le cas de Fanny, mais si on peut reprendre le cas de chacun de vos business si vous voulez, demain, dites-vous, je monte un blog et je vais publier du contenu pour expliquer la vie des gens qui m'intéressent. Et honnêtement, on peut aller jusqu'à la création d'un blog. Alors, est-ce qu'il faut prendre le temps de poser un nom de domaine, de monter un site internet, etc. Peut-être pas, parce que peut-être que vous allez vous éparpiller, parce que j'en connais certains, ils ont mis 6 mois à monter leur blog, ils n'ont rien fait d'autre, au lieu de commencer à faire des interviews. Donc, faites des interviews, puis après, on verra comment on monte le blog. Sinon, vous ouvrez un compte sur medium.com, vous publiez directement sur LinkedIn, et puis si c'est la bonne cible, vous pouvez même créer des posts sur Facebook, par exemple. Et ces interviews, vous n'êtes même pas obligé de les publier. Moi, je vais vous donner un cas concret. Là, moi, je bosse sur des sujets d'industrialisation de process marketing et je suis intéressé pour aller discuter avec des très grands comptes nationaux ou internationaux. Ces gens-là, pour les approcher, c'est très, très compliqué. Donc, j'ai la manière d'aller bosser mon réseau et puis, par hasard, je vais tomber sur eux. Sauf que j'ai cherché une méthode systématique. La méthode systématique, elle est assez simple. La première chose, c'est que j'ai ciblé tous ceux qui m'intéressent. Donc, je me suis fait un petit fichier. Donc, j'ai ouvert un fichier Google Sheet dans lequel j'ai mis toutes les boîtes que je voulais cibler dans la première colonne. Puis après, j'ai mis toutes les postes qui m'intéressaient. Par exemple, direction générale, direction marketing. On parle de boîtes qui font 500 millions ou qui font 1 milliard. On parle de boîtes qui sont juste inatteignables en temps normal. Et derrière, je me suis posé la question de ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour leur parler? Eh bien, je vais les interviewer. Donc, je vais aller discuter avec des directions marketing de grands groupes et je vais aller leur demander ce qu'ils mettent en place. Il faut être honnête. Je vais contacter plusieurs centaines de personnes et l'idée, c'est d'avoir quelques dizaines d'interviews. Sauf que ce travail préparatoire en amont, il a été très précis, très défini. Et je n'ai rien à vendre. Et je ne vais rien vendre. Et pour être honnête, je ne sais même pas si je devais leur vendre quelque chose. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que j'ai quelque chose à leur vendre? Aujourd'hui, je suis dans une découverte client. Et pourtant, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Donc, j'ai déjà un avis sur ce que je pourrais leur vendre. Et même s'ils me disent dans la discussion, non mais Pierre, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on peut faire? Je finis mon interview. Cette interview, puisque ces interviews elles vont être compliquées à avoir et que ça va me demander du temps, j'ai prévu de les publier sur un blog. Donc j'ai posé un nouveau nom de domaine, j'ai mis un blog en ligne et le but, ça va être de le référencer et de générer du trafic sur ce blog pour potentiellement avoir d'autres interviews et potentiellement avoir des prospects. Donc demain, on pourrait imaginer que tu ailles discuter avec 50 kinés. La question magique, c'est la question à la fin, quand la relation s'est bien passée, est-ce que vous pouvez me recommander à 3 personnes de votre réseau? Est-ce que je peux aller de votre part? Est-ce que vous pouvez me donner son nom et son numéro de téléphone et est-ce que je peux l'appeler de votre part? Bien sûr, si l'interview s'est bien passée, si ça s'est très mal passé, on va éviter d'aller jusque-là. Et vous avez 2 choix, vous la publiez ou vous la publiez pas. Pourquoi je les publie? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes que je vais contacter qui, tant que je n'aurai pas mes 10 ou 15 premières interviews, elles ne voudront pas me parler parce que je ne suis personne. Quand j'aurai fait 10 ou 15 interviews et que j'aurai touché des comptes qui auront la même chose qu'eux, parce qu'en gros, si je contacte 300 personnes, j'imagine que je vais pouvoir faire 10 interviews.
Quand j'aurai fait ces 10 interviews, les gens qui ne m'auront pas répondu, je pourrais les relancer avec un autre message en leur disant « Regardez, j'ai déjà fait ces interviews, est-ce que ça vous intéresse vous aussi ?» Et là, il y a un truc magique. Pourquoi ça marche? Ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de cycle d'interview. Ça marche parce qu'on touche à l'ego des gens. J'aimerais avoir votre avis sur un sujet précis et j'aimerais vous citer sur un document qui sera en ligne. Et en plus, il y a un truc magique. Quand l'interview, je l'aurais eu, je pourrais lui envoyer, en le remerciant bien sûr cette personne-là, avec qui j'aurais créé une première relation. Et en plus, cette personne-là, je lui dis, si tu as envie de la partager autour de toi, tu peux. Je viens de faire quoi? Je viens de flatter son ego une deuxième fois. On a tous un peu d'ego. Plus ou moins petit, plus ou moins grand. Et en fait, l'idée de toucher au sujet de l'ego et au sujet de je m'adresse à toi, j'ai compris ton besoin. Alors, on est d'accord que je vais m'adresser à des gens qui ont des besoins que je connais déjà et que je vais les faire parler là-dessus. Et dans les messages que je vais utiliser pour m'adresser à eux, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes sollicité régulièrement sur LinkedIn, mais moi, je reçois une dizaine de messages tous les jours de gens où c'est toujours la même chose. Salut, je m'appelle Pierre et voilà ce que je fais et c'est génial. Avec 2 phrases, 5 phrases, 15 phrases. Et la plupart du temps, c'est « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Moi, c'est toujours ma réponse. C'est « Bonjour, prénom, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et bien souvent, la personne, elle me remet un message derrière pour me raconter combien, c'est génial ce qu'elle fait. Alors des fois, ils sont un peu plus fins. Ils font parler un de leurs clients, ils font un cas d'usage, ce genre de choses. Mais en fait, je m'en fous. Là, moi, ma deuxième question, c'est « T'attends quoi de moi ?» Comment tu m'as ciblé? Et la plupart des gens, en fait, font du spam. Le plus gros travail dans le réseau, c'est pas le message et c'est même pas ce que vous allez faire, c'est de définir à qui vous allez vous adresser. Et c'est un petit peu ce que je vous disais au départ. Si vous allez dans un événement networking et que vous savez pas pourquoi vous êtes là, que vous savez pas qui a cet événement, que vous savez pas avec qui vous voulez parler, ça sert à rien. C'est un petit peu comme les gens que je croise qui sont en train de faire du réseau qui m'ont dit « Ah j'ai oublié mes cartes de visite ce matin à la maison. » C'est un petit peu comme si le développeur qui vient au bureau, qui arrive et qui dit « Ah j'ai pas pris mon ordinateur aujourd'hui. » Il y a un moment, c'est pas admissible. Si vraiment tu es tête en l'air, fais-toi une checklist avant de partir à l'événement. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, des fois, il m'arrive de temps en temps d'oublier mes cartes de visite. Maintenant, je les ai mis dans mon sac. Je sais que mon sac, je pars avec. Donc, le sujet, il est clos. Mais donc, si tu n'as pas préparé ton événement, ça ne sert à rien. Donc, c'est la même chose. Ton interview, elle se prépare au moment où tu fais ton fichier Excel au départ. À qui tu parles? Pourquoi tu leur parles? Quel est le besoin? Bien sûr qu'aujourd'hui, j'ai des solutions où en mettant quelques euros, quelques dizaines d'euros, je suis capable de vous fournir des centaines de contacts. Mais si derrière, c'est fournir les centaines de contacts, leur envoyer un email spam qui ne sera pas du tout adressé proprement, et que vous dites, mais attends, je ne comprends pas, j'ai contacté 1500 personnes cette semaine et il n'y a personne qui m'a parlé. Oui, parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, ce que vous faites, absolument tout le monde s'en fout. Vraiment. Par contre, si moi je reçois un message qui me dit, Pierre, j'ai vu que tu es indépendant, que tu fais ça, et j'aimerais avoir ton avis, par exemple, sur c'est quoi ton épine dans le pied en ce moment? Ou comment tu fais pour trouver tes clients? Eh bien, ça marche. Je vous prends un autre cas. Je change complètement de contexte. Je suis sollicité régulièrement par des gens, entre autres, là, dans les 18 derniers mois, ça arrive très souvent, qui sont en alternance, qui cherchent une alternance. Et régulièrement, je reçois un message, ça va être un mail, ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être beaucoup sur LinkedIn. Bonjour Pierre, je vais faire telle école et je cherche une alternance. Est-ce que vous recrutez des alternants? Quand tu poses une question fermée, la réponse, elle est oui, elle est non. C'est clair, en 20 secondes, c'est répondu. Aujourd'hui, je suis indépendant. Donc, je n'ai pas prévu de recruter d'alternants. Donc, le sujet, il est clos. Je ne lis même pas le message. Est-ce que tu cherches un alternant? Non, je ne recrute pas d'alternant. Merci, au revoir, c'est fini, next. Et il y en a d'autres, un tout petit pourcentage, 0,1%, qui me disent « Bonjour Pierre, je cherche une alternance. Est-ce que tu as des conseils pour bien trouver ma bonne alternance ?» 2 effets. Le premier effet, c'est qu'on n'est pas en train de me demander si je recrute un alternant ou pas. On est en train de créer une relation. Parce que celui qui me demande si j'ai une alternance, c'est celui qui se met à genoux sur la place Bellecour pour demander la première personne qui passe en mariage. Et puis ce qu'il espère, c'est en passant une journée sur la place Bellecour, il y a bien quelqu'un qui va dire oui. Est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce que je serai heureux avec elle? Est-ce que… Non. Puis il y a de fortes chances que si vous passiez la journée à demander des personnes en mariage sur la place Bellecour, que vous finissiez au poste. Là, c'est la même chose. Vous faites juste une réputation de merde. Par contre, si vous m'appelez en me disant « Pierre, est-ce que tu peux me dire quels sont tes meilleurs conseils pour que je trouve une alternance ?»
Et au passage, est-ce que peut-être tu connais des boîtes qui recrutent en alternance? Admettons que moi, je recrute en alternance. Si on me demande des boîtes qui recrutent en alternance, ça inclut la mienne. Mais si je ne recrute pas en alternance, peut-être que je connais des gens autour de moi. Et au passage, on a créé une relation. Je suis incapable de vous dire le prénom de la dernière personne qui m'a demandé si je recrutais en alternance. Parce qu'en fait, le sujet, il a été traité en 5 secondes. Par contre, j'ai créé une relation plus approfondie avec les quelques personnes chaque année qui me disent « Pierre, est-ce que tu peux me dire quelles sont les bonnes pratiques ?» Alors, sur le sujet de l'alternance, j'en ai eu tellement marre que j'ai fini par écrire un article sur Medium en expliquant ma démarche quand tu cherches un job ou un stage ou une alternance. Et ma démarche, elle est super simple. Définis les boîtes dans lesquelles tu veux bosser. Donc, tu te fais une première colonne sur ton fichier Excel. Tu définis le poste des gens à qui tu dois adresser. Tu définis leur nom et leur prénom. Tu cherches leurs coordonnées. Donc, tu peux t'aider de LinkedIn. LinkedIn, c'est une bonne base de données. Tu cherches leurs coordonnées et après, tu te poses la question de ce que tu vas pouvoir leur donner comme message. Et le message, c'est pas « Salut, je cherche un job », c'est « Salut, t'es qui? Tu fais quoi? Comment je peux t'aider ?» Et exactement, je prends ce cas de l'étudiant qui a 20, 22 ans qui se pose la question de l'alternance. Pour moi, c'est le bon cas. Il pourrait se dire, mais j'ai rien à apporter à l'entreprise. C'est elle qui peut m'apporter plein de choses. Mais tu as des choses à lui apporter. Alors, il ne faut pas prendre l'autre extrême. Je sais tout, je sors des études, je suis le roi du monde et en fait, je vais tout révolutionner dans la boîte. Non, on n'est pas là. Mais si on trouve le bon équilibre, on est d'accord que si quelqu'un embauche en alternance, c'est qu'il y a de la valeur. Alors, pourquoi je vous prends cet exemple-là qui est très, très loin de votre quotidien de start-upper? En fait, vous avez des choses à apporter à vos interlocuteurs, même si vous avez l'impression que vous ne leur apportez rien. Et le fait déjà de vous intéresser à eux, à leur nombril, à qui ils sont, à ce qu'ils veulent, ça a déjà de la valeur. Bienvenue à Timothée. Bienvenue Laure, j'ai vu que vous étiez connecté. Alors, je ne sais pas comment tu t'appelles et si tu veux nous parler, il faut que tu enlèves le mute. Ah oui, bonjour. J'étais là, je n'avais juste pas ma cam. D'accord. Tu peux juste donner ton prénom, s'il te plaît? Timothée. Comment? Timothée. Timothée, ok. Ouais. Ok. Et, du coup, voilà. Ok. Et on a Laure qui nous a rejoint aussi. Bonjour Laure. Ok. Bonjour. Bonjour Laure, est-ce qu'avec tout ce qu'on s'est raconté, les éléments, déjà, ça a avancé par rapport au questionnement et au tour de table qu'on a fait tout à l'heure? C'est très intéressant ce que vous avez dit sur la façon d'aller chercher à répondre à un besoin, y compris sur Facebook, etc. Et je trouve que, je ne sais pas si c'est bien ce que vous avez voulu dire, mais j'ai eu l'impression que la qualité devait absolument primer sur la quantité. Et je trouve que l'expérience récente où moi j'ai tardé à aller sur les réseaux sociaux, etc., parce que on a vraiment pris le temps de réfléchir à ce qu'on pouvait amener et pas à ce qu'on pouvait prendre. Et ça a vachement bien fonctionné. Et même du coup, on a été démarché pour être partenaire de certaines personnes. Et on a des jolis partenariats qui se dessinent parce que c'est des gens qui peut-être avaient besoin de nous, mais pas tant par rapport à ce qu'on avait dit, voilà, on fait ça. C'est par rapport à notre démarche d'amener quelque chose. Donc, je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit. Merci. Ça m'a rassurée parce que je ne suis pas du tout… en fait, je suis médecin, je ne suis pas du tout dans le domaine business au départ. D'accord. Okay. Et du coup, ça m'apporte beaucoup vos illustrations pratiques là. Voilà, merci. Merci. Juste en quelques mots, quel est le projet? Alors, on a un projet de 2 applications, mais en fait, on cherche à répondre aux besoins des patients, pas des patients d'ailleurs, des personnes qui boivent trop d'alcool et qui ne se reconnaissent pas ou qui n'ont pas accès aux soins existants. Et du coup, sur les réseaux, on a monté des articles d'information sur l'alcool, les dommages, les prises en charge potentielles. Et c'est vrai que finalement, pour l'instant, en plus, comme l'application doit être un peu reformatée, améliorée, on parle peu de l'application finalement. On parle de nous, de la démarche, de comment on peut répondre aux besoins des patients qui ont un problème avec l'alcool, de surconsommation et qui veulent réduire leur consommation. Et j'ai une autre application, mais là, je suis en pleine réflexion, donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai une application qui aide des patients qui ont une éjaculation prématurée.
Et là aussi, je suis en train de réfléchir, il y a beaucoup de choses, comment je peux vraiment amener quelque chose de différent aux gens qui iront éventuellement sur un blog. Donc, je suis en train d'élaborer avant de me lancer. Et ça fait longtemps, je connais bien le sujet, parce que je suis sexologue et addicto, mais vraiment, je prends le temps de réfléchir, mais qu'est-ce que je peux vraiment amener plutôt que de parler encore du même truc d'une autre façon. Ok, parfait. Alors, génial. Il y a deux sujets que je vois là. Le sujet de à quel moment on doit développer notre produit et il y a le sujet du quanti et du quali. Je vais prendre les deux sujets et puis vous laisserai réagir après, là, vous, autour de la table, s'il y a des choses qui vous intéressent. À quel moment je dois développer mon projet? À quel moment je dois investir du budget? À quel moment je dois faire appel à des développeurs? À quel moment je dois recruter? Le plus tard possible. Vous êtes en train de construire une maison et vous êtes tout feu tout flamme, vous avez une idée cette nuit et vous voulez construire une maison. Vous allez acheter des briques, vous allez acheter du ciment et puis vous prenez un terrain et vous commencez à mettre des briques. C'est génial, mais ça ne marchera jamais. Votre persona, son besoin, les interviews que vous allez faire, les échanges, tout ça, c'est vos fondations. Pas de fondation, le mur il se casse la gueule. Moi, il m'est arrivé de discuter avec des start-upers qui avaient qui avaient alors des fois embauché, mais surtout qui avaient engagé des sommes colossales. C'est-à-dire quand vous mettez 50 000 € de votre poche, c'est des sommes qui commencent à être beaucoup, pour développer un truc sur une idée. La plupart du temps, j'arrive et je fais stop, on arrête tout. Ouais, mais Pierre, mon idée, elle est géniale. Mais on s'en fout en fait de ton idée. Parce qu'en fait, ton idée, elle est géniale. Mais si ce qui te fait kiffer, c'est de mettre 50 000 balles dans le dev d'une application et puis de te planter derrière. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que dans 6 mois, tu vas devoir l'acheter et faire autre chose. Parce qu'en fait, il y a de fortes chances, et statistiquement, la majorité des projets, il y a 95% de ce que vous allez développer que vous allez jeter. La question, c'est si vous aviez 50 000 € de budget et que vous les avez cramés, quand on va vous demander 10 de plus pour pouvoir prendre les 2 fonctionnalités qui marchent sur les 10 que vous avez développés, ben en fait, il y a de fortes chances que vous ne les ayez plus. Donc en fait, si vous avez 50 000 € de budget, la question, c'est comment on va faire 5 projets à 10 plutôt qu'un projet à 50. Puis au passage, n'oubliez pas que l'effort en communication et en marketing, une fois que vous voulez lancer votre application, votre site web, bah, c'est la même chose que votre développement. Donc en fait, si vous avez 50 de budget au global, vous avez 25 pour votre app et 25 de com et de marketing. C'est à peu près les ratios. Et il est urgent de ne rien dépenser. Le sujet, c'est que tant que vous n'avez pas défini clairement votre cible, son besoin, etc., ce n'est pas à vous de décider là où il est. Et je vous dis ça, et moi, sur certains de mes projets, j'ai voulu foncer bien en tête parce que je me suis dit, bah, attends, mon marché, je le connais bien, c'est bon, j'ai du recul, ça va, j'ai monté 6 boîtes, j'ai plus besoin d'écouter ce genre de choses. Et puis, je me suis planté. Alors, bah, ça nous rend humble. Hein. Ça nous rend humble quand les conseils qu'on donne aux autres, on n'arrive pas à se les appliquer au soi-même parce que bah, c'est la même chose. Donc, en fait, le plus tard possible. Alors, il y a un autre problème, c'est quand vous êtes tech, et je sais qu'il y a quelques techs autour de la table, c'est qu'ils disent « Ah non, mais moi, je développe mon produit, ça va être génial. En fait, ça ne me coûte rien. » Oui, ça ne te coûte rien, c'est juste ton temps. Donc, en fait, tu vas bosser 6 mois dans ton garage. Dans 6 mois, tu vas sortir un truc. Puis, tu vas rebosser 6 mois de plus parce que tu comprends, il y a des trucs à affiner. Mais oui, ton produit, il n'est pas parfait. Il ne sera jamais parfait. La définition même d'un logiciel, c'est un truc qui n'est pas terminé, dans lequel il y a des bugs. N'importe quel logiciel que vous utilisez au quotidien est truffé de bugs. C'est normal. C'est jamais terminé. Sauf que les logiciels que vous utilisez au quotidien, il y a de fortes chances qu'il y ait un business model derrière et que la boîte, elle existe encore dans quelques années et qu'elle ait les moyens de payer des gens pour les faire développer. Alors là, j'ai parlé des logiciels, mais c'est le reste. On ne va pas structurer une équipe commerciale, on ne va pas structurer une équipe de prod tant que vous n'avez pas de besoin. La pire chose que vous pouvez faire, c'est foncer bien en tête avec un projet. À dire, il faut que je produise le résultat. Non. Vous n'avez pas besoin de plus. Aujourd'hui, en plus, on a plein d'outils. Vous n'avez pas besoin de plus qu'une ligne téléphonique, en général, une boîte mail et un Google Sheet ou un Excel. La majorité, je vais dire 100% des business, on peut le faire à la main. Alors oui, si vous le faites à la main, vous allez y passer des heures et des heures et des heures. Moi, j'ai croisé une startup il y a quelques années qui proposait du coaching sportif dans les parcs. En gros, vous avez une page web sur laquelle vous dites, bah, tiens, dimanche matin, je vais aller courir au parc de la Tête d'Or avec un coach et avec un groupe de 15 personnes. Cette page, elle était faite avec un outil de création de pages d'atterrissage qui leur coûtait 15 balles par mois. Et à chaque fois que quelqu'un prenait un cours, ils allaient modifier le code de la page pour enlever 1 sur le compteur des gens qui s'inscrivent.
À chaque fois qu'ils mettaient un nouveau cours en ligne, ils allaient copier-coller un bloc pour ajouter un nouveau cours et changer les éléments à la main dedans. Au final, au bout de 8 mois, ils avaient validé que ça marchait et ils avaient une personne à temps plein qui modifiait le code de la page, qui passait toute la journée à prendre les différentes demandes et à mettre à jour tous les éléments. Ce jour-là, ils savaient ce qu'ils avaient besoin de développer. Ils avaient validé un truc qui est essentiel, qui s'appelle la traction. Il y a un besoin, on sait y répondre, on sait parler, et en plus, ils généraient du chiffre d'affaires tous les jours. Alors oui, avec une personne qui faisait un job de merde, on est d'accord, qui n'était pas juste pas agréable, qui faisait de la modif, qui était de la petite main. Sauf que s'ils avaient voulu développer ce qu'ils avaient en tête, qui est en gros une marketplace entre des gens qui veulent faire du sport et des coachs sportifs, il y a de fortes chances que la majorité des fonctionnalités qu'ils auraient voulu développer n'étaient pas les attentes ni des coachs sportifs, ni des sportifs. Donc, ils ont fait le truc le plus simple du monde. Une page web qu'ils ont mis à jour. Ça tombe bien, en 2020, c'est très facile de faire une page web, c'est très facile de la modifier, même sans connaissance technique. Faites le plus simple. Et surtout pour les techs, et surtout pour les gens qui ont des gros budgets, ne dépensez pas votre temps ou votre argent dans le développement tout de suite. Donc ça, c'est le sujet de connaissez votre cible et faites un maximum de choses à la main. Voilà. Alors, avant de faire du dev, on peut même imaginer une solution qui est no-code. Vous avez pas mal de solutions, vous n'avez pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Pareil, si vous n'avez pas défini votre besoin, ne passez pas du temps. Parce qu'en fait, dans les solutions no-code, c'est plus votre argent ou votre temps de technicien qu'on va demander, mais c'est en fait votre temps pour devenir spécialiste de cette plateforme no-code et pour apprendre à l'utiliser, parce que c'est des usines à gaz. Voilà. Donc, le plus tard possible. Mais vraiment le plus tard possible. Avec un Google Form ou un Typeform, on peut faire plein de choses, avec un fichier Excel, avec voilà. Et en fait, le pire qui puisse vous arriver, c'est de passer du temps à élaborer des trucs sans le confronter au marché. Moi, j'ai déjà croisé des entrepreneurs sur des sujets même qui n'ont rien à voir avec le numérique, qui en fait ont passé 6 mois à faire un catalogue de services. Je leur dis, mais tu as fait quoi là depuis 6 mois? Ah bah on affine nos offres. Ok. Tu as été discuter avec des prospects? Non, mais nos offres, elles sont pas prêtes. Ouais, alors t'arrêtes ce que tu fais là, tu décroches ton téléphone et cet après-midi, tu as appelé un premier prospect et demain, tu as un premier rendez-vous. Non, mais j'ai peur. Ok, donc le sujet, il est là. Le sujet, c'est que tu as peur d'aller parler aux gens. Donc, quand vous allez faire des interviews, en plus, vous n'êtes pas dans une démarche de vente. Vous êtes dans une démarche de réseau. Vous êtes dans une démarche de connaissance. Vous êtes dans une démarche de je m'intéresse à vous. Et donc, comme vous n'avez rien à vendre, vous allez faire diminuer votre peur. Non, mais Pierre, je ne suis pas légitime. Ce que je vends, les gens ne vont pas vouloir l'acheter. Ça tombe bien. Dans une interview, vous n'avez pas à parler de vous. Vous avez juste à vous intéresser à la personne en face de vous. Salut, je m'appelle Pierre, t'es qui, tu fais quoi? Et ça fait longtemps que tu fais ce métier? Comment ça fonctionne? Et ça paye bien? T'en es content? T'es heureuse là où t'es? Tu feras encore ça dans 5 ans? Et le matin, quand tu te lèves, t'as envie d'aller au boulot? Ok, t'as la boule au ventre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui se passe mal? C'est tout. Si le sujet vous intéresse, c'est ce qu'on appelle de la maïeutique. On va faire accoucher les gens qui sont en face de nous et on va les aider à juste sortir ce qu'ils ont. Et bien, vous allez voir que juste ça, en une demi-heure de discussion, la personne, elle ressort et elle se sent mieux. Et on n'essaye pas de résoudre son problème. Parce que moi, c'est un de mes défauts, c'est quand la personne, elle me raconte son besoin, j'ai envie de lui trouver une solution. Donc, en général, je dois me réfréner et écouter, poser des questions, creuser. Et puis après, si la personne, elle a envie qu'on l'aide, on l'aide, si on en est en capacité, puisque c'est notre business, ou pas. Voilà. Dans ce qu'on disait tout à l'heure avec Laure, on a aussi parlé du quanti et du quali. Au départ, vos interviews, il faut les faire vous-même. Et j'insiste sur le vous-même. Ça ne se délègue pas à un stagiaire, ça ne se délègue pas à un alternant, ça ne se délègue pas à un consultant, ça ne se délègue pas à une agence. Ça ne se délègue pas. On le fait soi-même. Les 10, 15, 20, 50 premières, on les fait soi-même. Un bon persona, c'est 50 à 100 interviews. Une interview bien organisée, tout compris, c'est 2h30 de boulot. Entre la prise de rendez-vous, l'interview et la retranscription au propre si vous voulez la publier. Je ne sais pas si vous travaillez 35 ou 40 heures par semaine, des interviews, vous pouvez en faire. Parce qu'honnêtement, si vous n'avez pas encore trouvé votre proposition de valeur, donc l'UVP, l'Unique Value Proposition, si vous ne l'avez pas encore trouvé, si vous ne l'avez pas encore validé, votre seul focus, c'est qui est mon persona, quel est son besoin. Tout le reste, c'est du bullshit. Tout le reste, c'est une perte de temps. Moi, il y a des gens qui me disent « Ah non, mais cette semaine, je crée les statuts de ma boîte. » Bullshit. Next. Qui est ton persona? Quelle est ta proposition de valeur? Tu n'as pas besoin de ça. Ouais, mais comment je fais pour facturer? On peut faire une facture sans numéro de SIRET. C'est possible.
En fait, vous avez le droit de faire une facture avec un numéro de SIRET en cours d'immatriculation. Mais ce jour-là, vous avez un problème de riche. Il faut que j'ai une structure légale parce que ma facture, elle doit être légale. Très bien. Donc, la seule chose que vous avez à faire, et tout le reste, c'est du bullshit, vraiment, c'est persona, besoin, et comment je réponds à ce besoin. Et on itère, et on pose des questions, et on se pose, voilà. Et on fait à la main. Et ensuite, si la personne elle vous dit « Ah, c'est intéressant ce que tu fais, tu peux me faire un devis, on peut discuter ?» Ok. Bah là, on fait un devis et on commence à bosser dedans. Et en dehors de faire une offre et en dehors de commencer à facturer et de produire pour votre premier client, quand vous avez trouvé votre premier client, le reste, c'est des interviews. Et donc, comment on fait ça? Du réseau. Comment on fait ça en ce moment? En s'intéressant aux gens. Et demain, si vous envoyez 10 messages sur LinkedIn, vous devez savoir pour chaque personne pourquoi vous lui parlez. Vous devez avoir décortiqué. Et idéalement, vous êtes parti de votre réseau à vous qui vous a recommandé des gens et vous partez comme ça. Ce qu'on appelle la sérendipité. Quand vous parlez à 10 personnes proches de vous, les 10 premiers, il faut que ça soit votre réseau de niveau 1. Ces 10-là, vous allez les interviewer. Même si ce n'est pas votre cible idéale, même si elle… Moi, ça peut être des gens, je ne sais plus qui est-ce qui disait tout à l'heure qu'il parlait avec des kinés, Fanny qui disait qu'elle parlait avec des kinés. Même si tu as des gens qui connaissent des kinés, bah, va parler avec eux. Parce qu'en fait, ils ne sont pas kinés. Peut-être qu'ils n'y connaissent rien, mais le fait d'avoir la discussion va te permettre d'avoir son avis. C'est quoi pour toi un kiné? Comment ça se passe, etc. Et derrière, tu connais des kinés, donc est-ce que tu peux me mettre en relation? Sauf que si ta première question, c'est tu peux me mettre en relation avec des kinés? C'est Fanny, en fait, je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu vas leur demander. Et puis, moi, j'engage ma relation avec eux. Donc, si tu fais de la merde, donc en fait, ce ne sera pas la première question. Ce sera la 10e ou la 15e. Mais oui. Pardon. Oui. J'ai plutôt l'impression d'avoir le contraire, c'est-à-dire tout le monde me… Oui, je connais un tel, je le connais bien. Puis en fait, les gens ont toujours l'impression que le kiné, c'est leur pote. Ouais. Alors qu'en fait, le kiné, il a plein de patients avec qui il entretient des relations, avec qui il entretient des relations. Mais elles sont cordiales. C'est pas non elles plus sont cordiales, les relations avec un kiné. Par contre, en tant que patient, on a l'impression que c'est l'ami. Mais le kiné n'est pas forcément l'ami du patient. Enfin, voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu cherches des patients, mais il faut que tu cherches des kinés. Ouais. Et là, tu l'as déjà compris, parce que potentiellement, peut-être que tu vas mettre 10 interviews de patients avant de te rendre compte que ce n'est pas la bonne cible. Et là, moi, j'en ai certains qui me rappellent en me disant Pierre, je suis dépité, ça fait 1 semaine que je bosse sur des interviews et ce n'est pas la bonne cible. Et là, moi, ma réaction, c'est génial. Tu viens d'apprendre un truc. Mais c'est exactement comme je sors d'un rendez-vous et en fait, ça s'est ultra mal passé. C'est génial, tu as appris des choses. Non, mais c'était la femme de ma vie. Non. Qu'est-ce que tu as appris? Et pourquoi c'est pas la personne qui va te rendre heureux pour le reste de ta vie? Si je repars sur la métaphore du mariage. Donc, c'est essentiel que vous disiez ça. Et alors, on parlait du quanti et du quali. Donc là, on a parlé du quali. Le quali, c'est quelques dizaines d'interviews, c'est quelques dizaines de rencontres. Alors moi, je vous conseille que ce soit plutôt 50 ou 100. Parce qu'en fait, il y a de fortes chances que vos premières interviews, ce ne soient pas les bonnes personnes, puis que vous alliez affiner. Il y a de fortes chances que votre business, il évolue. Puis il y a de fortes chances que si vous faites 1, 2, 3 mois d'interview, qu'en fait, au bout de 3 mois, vous ayez pivoté complètement, que votre idée, elle est légèrement évoluée, que vous ayez d'autres besoins. OK. Quand est-ce qu'on commence à faire du quanti? Quand est-ce qu'on commence à envoyer les mails par 100 à 100 contacts différents? Quand est-ce qu'on commence à automatiser de l'envoi d'emails, de messages sur LinkedIn? Au moment où on connaît notre proposition de valeur, au moment où on a signé nos premiers clients et au moment où on est capable d'aller un peu plus loin. Avant, ça ne sert à rien. Automatiser un truc qui n'est pas précis, ça n'a pas de résultat. Si vous êtes un spammer, vous allez être blacklisté partout. Alors, dans les contacts que vous voulez contacter, il y a des gens qui vont vous impressionner plus que d'autres. Il y a des boîtes qui sont un peu plus, ou des personnes qui sont un peu plus renommées, vous allez avoir la pression. Ces personnes-là, faites pas vos premières interviews avec, rodez-vous avec d'autres. Et une fois que vous êtes rodé, que vous avez le bon discours, que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes à l'aise, là, vous êtes capable d'aller un peu plus loin et de vous dire, OK, je vais aller parler aux gens qui m'impressionnent. Ça fait 15 ans que je fais des interviews, ça fait 15 ans que je rencontre des gens et ça fait 15 ans qu'il n'y a jamais personne qui me l'a refusé. Au pire, on me dit « Non mais Pierre, je ne suis pas dispo parce que c'est le rush dans 2 mois. » Alors, il n'y a pas que les interviews, il y a d'autres manières de faire.
rendre des services dans votre écosystème et vous allez faire plein de contacts. Je vous donne un cas concret. Je vous donne mon cas. Moi, je ne suis pas lyonnais. Je suis arrivé à Lyon en mai 2016. Quand je suis arrivé à Lyon en mai 2016, j'y suis arrivé pour une raison assez simple que je ne maîtrisais pas et que je n'ai pas décidé. J'ai suivi mon cœur. Donc, j'ai rencontré une jeune femme et j'ai décidé de déménager à Lyon pour me rapprocher d'elle. Je connaissais 3 personnes à Lyon. Sauf que je travaille dans un monde de réseau et que si je veux avoir des clients, il faut qu'on me recommande. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous les événements dans le numérique, dans l'entrepreneuriat et dans le freelancing à Lyon. Et 2 à 3 soirs par semaine, je suis sorti et j'ai rencontré du monde. Avec toujours la même démarche. T'es qui? Tu fais quoi? Comment ça fonctionne à Lyon? Et là, le but était de dire, est-ce que tu connais d'autres événements? Est-ce que tu me conseilles d'autres choses? Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et pendant 18 mois, j'ai passé 2 à 3 soirs par semaine à échanger, à rencontrer du monde. Et j'ai fait des événements intéressants, et j'ai fait des événements merdiques, et j'ai rencontré des gens intéressants, et j'ai rencontré des connards. Ça m'a permis de cartographier mon écosystème. Donc le premier sujet, c'est la cartographie. Et une fois que vous l'avez cartographié, c'est beaucoup plus facile pour savoir à qui vous parlez. Et je me suis rendu compte que dans mon écosystème, il y avait une association qui s'appelle La Cuisine du Web, qui est très active. Et La Cuisine du Web, je ne l'ai pas trouvée par hasard. On m'en a parlé plusieurs fois, puis il y a un moment, j'y suis allé, puis j'ai compris, puis j'y suis allé une deuxième fois, puis j'ai rencontré du monde, puis j'ai trouvé que c'était intéressant. Je m'y suis retrouvé. Et il s'avère que La Cuisine du Web organise chaque année un événement qui s'appelle Blend Web Mix, qui réunit 2000 personnes par jour pendant 2 jours. Et que fin 2016, je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment, puisqu'ils cherchaient un chef de projet pour l'organiser en 2017. Il s'avérait que j'avais un peu de temps, puisqu'il fallait que je fasse du réseau. Et donc, j'ai proposé d'être le chef de projet de cet événement. Juste, je vous remets un contexte. C'est 35 heures par semaine pendant 1 an, bénévole pour organiser un événement. C'est un budget d'1,5 million d'euros, c'est 65 bénévoles en amont pour l'organiser. C'est une grosse machine. Pourquoi j'ai organisé cet événement? Il y a des gens qui vont dire, non mais Pierre, en fait, tu n'as pas été vraiment bénévole, tu as été payé, mais tu ne le dis pas. Non, je vous assure, j'ai été bénévole. En fait, c'est quoi mon intérêt? En fait, au lieu de faire des interviews pendant l'année 2017, j'ai organisé un événement. J'ai passé 35 heures par semaine à organiser un événement. Le ROI, à la fin de l'année 2017, 8000 personnes qualifiées dans mon écosystème à Lyon. Dit autrement, je suis capable de rentrer dans n'importe quelle boîte qui m'intéresse, soit en niveau 1, soit en niveau 2, soit en direct, soit par un rebond. Donc oui, tout le monde n'a pas les moyens de passer 1 an de son temps bénévolement pour une asso. Mais je vous donne un autre exemple que les interviews. Rendez service dans votre écosystème. Mais pour rendre service, il faut savoir quel est le besoin. Et moi, je me suis rendu compte que le truc autour du numérique où, en gros, tout le gratin lyonnais se retrouvait, quel que soit la type de boîte, du freelance au grand compte, quel que soit leur métier, c'était Blend Web Mix. Je me suis dit, OK, il faut que j'en fasse partie. Et on est d'accord que pendant 1 an, chaque personne que j'ai rencontrée, je ne lui ai pas dit, salut, je m'appelle Pierre, achète. Non. Je lui ai dit, salut, je m'appelle Pierre, je suis chef de projet de Blend Web Mix. Et puis, j'ai fait mon boulot de chef de projet. Donc, j'ai rencontré des sponsors, des partenaires, des participants, des speakers. Et tous ces gens-là, je me suis attaché à créer une relation. 8000 contacts qualifiés dans mon écosystème, que je suis capable d'appeler, dont j'ai le numéro de téléphone, que je tutoie, avec qui j'ai une certaine proximité, que j'ai appris à connaître. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut faire la même chose, mais posez-vous la question de ce que vous pouvez faire dans votre écosystème pour ressortir. Et on le dit beaucoup, par exemple, dans l'écosystème tech, il y a les techs, il y a les techs qui vont aux événements, il y a les techs qui parlent aux événements, et il y a les techs qui organisent les événements. Faites partie de ceux qui sortent du lot. Et en fait, c'est en pourcentage. Il y a énormément de tech, il y en a beaucoup moins qui vont aux événements, il y en a beaucoup moins qui sont des speakers, et il y en a encore beaucoup moins qui organisent. Sortez du lot. Et sortez du lot en rendant service. Sortez du lot en allant à un événement networking, en tenant le crachoir pendant 2 heures, en montrant comment vous êtes génial et comment… Non, vous n'avez juste pas envie de vous parler. Sortir du lot en étant une petite main et en faisant en sorte que ça se passe bien et en apportant de la valeur aux gens, les gens s'en souviendront. Donc, l'interview, c'est du one-to-one, ça prend du temps, c'est du quali. Et là, je vous ai expliqué une autre manière de faire du quanti. Parce qu'aujourd'hui, vous allez écouter tous les vendeurs de rêve, ils vous disent « Ah ouais, LinkedIn, on va faire de l'emailing, on va arroser. » Non, ça s'appelle du spam.
La même action fait ultra ciblée, ce n'est pas du spam. Quand vous envoyez 100 emails non ciblés à des gens qui en ont juste rien à faire de vous et que vous leur parlez de ce que vous faites, c'est du spam. Quand vous envoyez 100 emails ciblés à des gens dont vous connaissez le besoin et que vous les captez avec un truc en leur disant « mais tiens, est-ce que ça t'intéresse qu'on aille plus loin ?» C'est pas du spam parce qu'en fait, vous êtes capable d'avoir un ciblage qui est très précis. Donc moi, la question que je vais vous poser et ce que j'aimerais que vous repartiez avec ça, c'est comment vous pouvez rendre service à votre écosystème. Votre écosystème, il faut d'abord le cartographier, le connaître, donc faire des interviews, connaître votre site. Et il faut savoir qui est votre écosystème. Quand Denis me dit « je travaille dans le bijou et la maroquinerie », c'est quoi le monde du bijou et de la maroquinerie en France? Et qui est-ce qui peut t'aider? Et comment tu peux mieux le connaître? Et il y a deux cas. Il y a soit vous êtes des débutants sur le sujet, soit vous connaissez votre écosystème. Dans les deux cas, il faut faire ce travail-là. Alors bien sûr, si vous connaissez déjà de votre écosystème, parce que ça fait 15 ans que vous êtes dans cette industrie, bah vous allez passer des coups de fil aux gens que vous connaissez. Sauf que vous allez leur dire, bah voilà, je monte un nouveau projet et j'aimerais que tu prennes 30 minutes de ton temps pour échanger avec moi. Et votre premier réseau, il est ici et maintenant. Et là, moi, je vais vous poser une question, c'est qui est-ce qui a pris des notes des pitchs des autres? Qui est-ce qui a noté les noms et les prénoms des gens qui étaient autour de la table? Parce que moi, j'ai des notes, hein, j'ai l'équivalent d'une page Word de notes de tout ce que vous avez dit au départ. Parce que là, je suis en train d'animer un atelier pour l'incubateur de l'EM. Mais au final, je suis aussi en train de travailler mon réseau. Eh bien, votre premier réseau, il est ici et maintenant. Et je tiens ce même discours quand j'interviens dans des écoles supérieures ou des écoles qui sont en reconversion, en disant votre premier réseau, il est ici et maintenant. Et toutes les opportunités que vous allez ouvrir, tous les réseaux que vous allez rejoindre, profitez-en. Ils sont là pour ça. Chaque événement, chaque opportunité, chaque rencontre, elle peut vous aider à avancer sur votre chemin d'entrepreneur. Par contre, si vous attendez de chaque rencontre que ça vous fasse une vente, vous serez frustré. Changez de métier. Ça ne marche pas. Mais là, on a discuté avec Denis. Qu'est-ce qu'on va faire avec Denis? Quelle est la relation qu'on va créer? J'en sais rien. Peut-être qu'on ne se parlera plus jamais. Peut-être qu'on se rappellera dans 1 heure et qu'on deviendra les meilleurs amis du monde. Peut-être qu'on fera du business ensemble. J'en sais rien. Et sauf que si je ne suis pas prêt à approfondir cette relation, il ne se passera jamais rien. Ça, j'en suis sûr. Donc, il y a plein d'opportunités. Et au passage, les personnes que vous allez solliciter, si vous êtes précis sur votre besoin et sur ce que vous répondez et sur votre proposition de valeur, ce sera beaucoup plus facile pour vous aider. Vous pouvez me passer un coup de fil ou m'envoyer un mail en disant Pierre, c'était cool l'atelier, merci, j'ai vu que tu avais dit ça, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, cool. Mais tu m'envoies un mail, je ne peux rien faire avec ça. Par contre, si tu me dis, OK, j'ai tel besoin, tu as dit ça qui m'a fait réagir, voilà. Et il y a autre chose, ne demandez pas aux autres de faire le boulot à votre place. Montrez tout ce que vous avez fait quand vous demandez un coup de main. Demain, je pourrais passer un coup de fil à Alexander en disant salut Alexander, j'ai vu que dans le réseau de l'EM, il y avait telle personne, est-ce que tu peux me faire une intro? Ouais, peut-être qu'il va le faire parce qu'il m'aime bien. Mais il y a de fortes chances qu'en fait, il ne prenne même pas le temps de le faire parce que juste, il a d'autres occupations. Voilà. Par contre, si je lui dis bah, OK, mon projet en ce moment, c'est ça. J'ai essayé ça, ça et ça, je cherche à répondre à telle question et la personne qui est dans le réseau, elle pourrait m'aider à répondre à cette question. Bah, j'augmente mes chances x 10 qui me rendent ce service-là parce qu'en fait, je lui ai donné un contexte. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis juste comporté comme un humain. Et j'ai juste pas dit Alexander, rends-moi service s'il te plaît parce que tu es mon larbin. Non, je lui ai dit Alexander, voilà ce que j'ai fait et j'aimerais que tu m'aides à grandir. Oui, mais excusez-moi, Oui. c'est pas juste du bon sens et du savoir-vivre, ça? Je suis entièrement d'accord. Les industriels parlent du GBS. Le GBS, c'est le gros bon sens. Entreprendre, c'est du GBS, c'est du gros bon sens. Maintenant, des fois, le bon sens, il faut l'être un peu plus explicite et rappeler les règles du jeu et se dire que bah forcément, quand on joue correctement avec les gens, ça se passe bien. Voilà. Mais si pour toi, c'est du bon sens, c'est une bonne nouvelle. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, des fois, enfin, moi, ce qui m'insupporte énormément avec la plupart des gens, je parle de façon générale socialement, ce qui m'a amené aujourd'hui des fois à développer
énormément d'impatience et voire des fois de pas être très sympa, c'est justement de voir que quelqu'un demande avant d'avoir essayé de résoudre par lui-même. Moi, pour moi, c'est juste, tu peux pas compter que sur les autres. C'est une forme d'assistance, je pense, qui a été développée en France. Je sais pas si c'est au niveau de la culture, mais c'est assez, je trouve, répandu. En général, on parle de 3% de profiteurs. Et c'est pas en France, c'est mondial, quels que soient les pays. La question, c'est, moi aujourd'hui, je fais en sorte, et ce que je vous invite à faire, d'être entouré de gens qui sont dégourdis et qui, en fait, vont chercher des solutions par eux-mêmes. Mais ça, c'est des choix qu'on fait, et c'est des choix qu'on fait de manière inconsciente. Hein. Et donc, la question, c'est si demain, vous avez des gens autour de vous, vous avez l'impression qu'ils sont là juste pour profiter, c'est comment vous faites pour justement que ça n'arrive plus. Alors, soit avec cette personne-là, soit avec d'autres. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a certains des contextes dans lesquels on est contraint, mais il y a un certain nombre de contextes que vous choisissez, et donc, voilà, posez-vous la question. Et moi, par exemple, je vais vous prendre le cas de certains réseaux à Lyon, où il y a certains réseaux, j'arrive, je suis l'été en t-shirt, short, sandales, ça choque personne. Il y en a d'autres, en fait, si je me pointe comme ça, ils sont tous en costard-cravate. La question, c'est quel est le contexte? Et honnêtement, il est hors de question, pour ma part, dans ma personnalité et dans ce que je suis, de mettre un costard. Donc, soit ça les dérange, et dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire ensemble, soit ça les dérange pas, et en fait, aucun problème. Donc, c'est une question de contexte. Et après, il y a une question des contextes qu'on accepte, des règles du jeu avec lesquelles on accepte de jouer et pas. Moi, je sais qu'il y a certains réseaux d'affaires lyonnais dans lesquels je me sens absolument pas à ma place et que je ne côtoie pas du tout parce que c'est pas qu'ils sont pas bien et que moi je suis bien. Non, c'est juste qu'en fait, ça me convient pas. Et que, voilà. Oui. Non, ouais, tout ça, c'est des sciences humaines en fait, surtout. On est d'accord. Ouais, et c'est super intéressant. Je trouve, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez des fois dans ces formations. C'est bien d'en parler. Non, mais Merci si ça t'a utile, génial. Où est-ce qu'on en est? Comment ça va? Vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y en a qui se sont endormis? Est-ce qu'il y a des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Mais comme disait Timothée, c'est vrai que de parler un peu de ce côté humain, côté, comme tu dis, sciences humaines, c'est vrai que c'est pas forcément un côté psychologie humaine, même. C'est vrai que c'est intéressant. Bon, certains, moi j'étais commercial, donc il y a des choses qui reviennent d'en reparler, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler, quoi. S'il y a d'autres questions. Bien, mais je ne suis pas mécontente qu'on y revienne justement parce que quand on est dans notre projet, on est tellement nez dans le guidon que des fois on oublie la base. Donc c'est bien de temps en temps d'être ramené un petit peu à la base. Ce qui est bien, comme tu dis, Laure aussi, c'est de se retrouver un peu en groupe, même si c'est par écran. De voir, moi j'ai mis la grille, je vous vois tous, et c'est vrai qu'on ne se sent pas tout seul, quoi. Ça, c'est agréable, et ça, c'est psychologiquement, c'est important aussi. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai tous fortement incité à mettre votre caméra si vous le souhaitiez, parce que c'est quand même plus agréable. Et pour être honnête, hein, j'ai déjà animé ce genre d'atelier avec aucune caméra allumée, et en fait, tu es face à un écran noir, et t'as pas de juste le fait d'avoir un acquiescement, ou juste de voir qu'une personne se met comme ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça aide aussi à se dire, attends, peut-être qu'en fait, je les ai perdus. Voilà. Donc, c'est des sujets qui sont intéressants. Donc, si on résume, comment on fait du réseau? On fait du réseau en sachant qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Et c'est la base. Ensuite, de savoir à qui vous voulez parler, donc votre persona, votre cible commerciale, qui sont deux mots pour dire la même chose. Quel est son besoin? Son ou ses besoins. Alors, attention à ne pas multiplier les cibles. Les petites boîtes, une cible, un besoin. Alors, vous allez me dire, ouais, mais j'en ai 3, 4. OK. Alors, vous faites 10 interviews pour la première, 10 interviews pour la deuxième, 10 interviews pour la troisième, 10 interviews pour la quatrième, et ensuite, vous en choisissez une. Et si vous avez déjà peur de faire 40 interviews, commencez par en choisir une ou deux maintenant au lieu d'en avoir 4. Et ensuite, une fois que vous avez tout ça, ce sera facile de définir où est-ce qu'il faut aller. Est-ce qu'il faut que je passe un coup de téléphone? Est-ce qu'il faut que j'envoie un message sur LinkedIn? Est-ce que je vais les trouver sur Facebook, etc. Dans une école que j'accompagne, j'ai animé une semaine de création d'entreprise. Il y a 4 équipes de 4 étudiants qui ont créé une entreprise virtuelle sur 6 mois et qui ont entre autres dû faire tout ce travail de définition d'un persona et d'interview. La plupart ont fait des questionnaires sur les réseaux sociaux. Et certains ont eu des 200, 250 réponses au questionnaire et d'autres ont eu 15 réponses. Parce qu'en fait, certains avaient fait du quali en amont et avaient défini les questions en passant à des coups de téléphone, en validant, en ayant une cible. Et ensuite, ils avaient écrit un questionnaire.
Et ce questionnaire, il l'avait diffusé aux bonnes personnes. Donc, le questionnaire, les questions, elles étaient pertinentes. Il n'y en avait ni trop ni pas assez. Et elles étaient aux bonnes personnes. Et il y en a d'autres qui ont dit « Ah non, mais moi, c'est bon, je sais. » En fait, ils savaient tellement qu'ils ont eu 15 réponses. Et il y en a certains qui vont dire « Bah oui, mais Pierre, passer 15 coups de fil, ça prend du temps. » Ouais, mais moi, si passer 15 coups de fil, ça permet d'éviter que mon questionnaire que je vais mettre 15 jours à diffuser, que je vais solliciter 200 groupes sur Facebook, que je vais mettre de la pub, que je vais mettre 200 € sur la table, si je peux permettre que mon questionnaire il ait 10 fois ou 20 fois plus de réponses, eh ben, ces 2 jours de coups de téléphone, je vais les passer. Donc, soyez quali avant d'être quanti. Il y a un dirigeant d'une grosse agence de communication parisienne qui a une expression que j'aime beaucoup, où il dit « automatiser de la merde, ça fait qu'une machine à merde ». Et on en fout partout sur les murs. Donc, soyez ultra précis dans votre cible. Il n'y a jamais une interview de trop. Et sortez de votre réseau avec une question magique qui est « Est-ce que tu peux me recommander 1, 2, 3 personnes autour de toi ?» Parce qu'en fait, le pire qui puisse vous arriver, c'est de rester qu'avec des proches. Et les proches, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils ne voudront pas vous dire les choses qui vous potentiellement iraient contre votre projet. C'est aussi à ça que sert le mentorat à l'EM, c'est aussi à ça que sert un incubateur, de vous accompagner et de potentiellement vous dire des trucs que les autres ne vous diront pas. Et j'hallucine. Oui. C'est que les proches, en plus, des fois, ils nous voient tellement avec des lunettes roses qu'en plus, ils n'ont pas forcément la critique, ils ont un a priori positif. Oui. Alors, les proches sont utiles pour nous soutenir. Les proches, c'est un rempart qui est utile pour prendre soin de nous et pour pouvoir rentrer le soir en disant ok, ça n'a pas été une journée facile, j'ai eu que des portes aujourd'hui, j'ai juste besoin que tu sois là. Ça sert à ça, les proches. Mais par contre, ils ne sont pas objectifs. Et comme ils sont subjectifs, comment ? Ils nous ressemblent aussi. Et le monde ne nous ressemble pas, quoi. Exactement. Ils te voient pas comme un anonyme, quoi. Ils te connaissent, ils ont déjà leurs préjugés sur toi. Donc, exactement. Des personnes que tu ne connais pas, qui seront quelque part tes vrais clients, tes vrais prospects, quoi. C'est ça. Et ça peut être une bonne piste de commencer à discuter avec eux, mais pour qu'ils vous aident à rebondir. Quand vous discutez avec une personne qui est un de vos proches, l'idée c'est, ok, prenez en compte son avis, très bien, parmi tant d'autres, on va le diluer parmi d'autres, et surtout, arrangez-vous pour qu'elle fasse le pont vers d'autres contacts. Voilà. Et on prenait le cas tout à l'heure des kinés. Si je discute avec des patients et qu'au bout de 10 patients, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me permettait pas de rentrer chez un kiné, c'est qu'en fait, je suis peut-être en train de discuter avec la mauvaise cible. Et ça, vous allez voir que c'est le plus difficile. C'est de se dire que l'action qu'on a définie, en fait, on vient d'apprendre que ce n'était pas la bonne action à faire et qu'il faut faire les choses différemment. Et il faut être honnête, hein, c'est difficile de se dire, ça fait 15 jours que je bosse sur quelque chose. Et en fait, tout ce que je viens d'apprendre, ça ne va pas me servir à grand-chose. Il faut que je le jette et que je passe à autre chose. Alors, la plupart du temps, ça vous a appris que ce n'était pas la bonne cible. Moi, ce n'était pas forcément… Pardon. C'était pas forcément la porte d'entrée pour les kinés, mais j'en profitais en approfondissant la connaissance des utilisateurs. J'essaie d'en profiter pour avoir des contacts de kinés. Mais Alors, j'entends et ça va te permettre potentiellement de se dire combien il y a de kinés à Lyon, comment on les contacte, et des choses toutes bêtes. Qu'est-ce qu'ils ont comme adresse email? Est-ce qu'ils ont une adresse perso? Est-ce qu'ils ont une adresse pro? Est-ce qu'ils ont un site internet? Est-ce que je vais pouvoir les trouver? Est-ce qu'ils sont sur les pages jaunes? Est-ce qu'ils sont sur Doctolib? On va pouvoir poser ce genre de questions, par exemple. Parce que toi aussi, la question, c'est comment tu contactes 100, 200, 300 kinés derrière et comment tu leur parles. Voilà. Là, quand on passe au compte… Oui. Excuse-moi Pierre, pardon, je t'ai coupé. Oui, moi j'ai travaillé, j'étais en gestion de patrimoine dans la banque avec les kinés et il y a un ordre départemental, quelque chose comme ça. On avait bossé avec eux, on avait réuni une vingtaine, une trentaine et c'est vrai que c'est des gens qui sont assez ouverts. Et je vous le dis depuis tout à l'heure, j'ai vendu de l'assurance il y a une vingtaine d'années et ce qui marchait très bien, c'est la visite directe aussi. Donc je pense que tu peux peut-être passer directement chez les kinés, mais pour prendre rendez-vous. Dis coucou, voilà, j'ai ce projet-là, est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine, le matin, l'après-midi et boum, ça avance, quoi. Mais il faut pas, à mon avis, il faut passer sur ces gens-là en direct. Oui, après les kinés, le peu que j'ai interviewé, ils ont à peine le temps entre deux patients de passer aux toilettes Donc c'est toujours voilà, il faut être discret, mais il faut être présent, c'est toujours jongler. Pour ça, il faut prendre rendez-vous en 3 minutes, quoi. Maintenant, au pire, tu prends une consultation. Et puis après, je vais vous donner un autre cas qui moi m'a fait beaucoup réfléchir. L'ancien directeur marketing de Criteo, qui est une jolie boîte,
est parti il y a quelques années. Il a monté une nouvelle boîte. Et cette boîte, en gros, il a monté une sorte de WhatsApp pour le corps médical. Et il a monté une Ferrari, mais elle était garée au garage et il l'utilisait jamais. Donc en gros, il a monté une super équipe technique avec un super produit, et sauf que ce n'était pas vendu. Puis un jour, ils ont fusionné avec une autre boîte. Cette boîte, c'est 2 entrepreneurs lyonnais qui ont créé un logiciel qui s'appelle Planning de garde, qui est un logiciel gratuit qui permet aux médecins dans les hôpitaux d'organiser leur planning de garde. Planning de garde, c'est un petit soft basique avec quelques fonctionnalités qui a 35 000 médecins qui l'utilisent en 2 ans. Donc d'un côté, on a une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires parce qu'elle a un produit qui est dans le garage, et de l'autre côté, on a une boîte qui a des utilisateurs. Et en fait, ils se sont juste associés, ils ont fusionné en se disant, il y en a un qui sait chercher des clients, des utilisateurs et comprendre le besoin, et l'autre qui sait créer de la techno. Donc voilà. Mais ils ont fait quoi? Ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le monde médical? Je vous le donne en quelques lignes pour qu'on comprenne l'enjeu. Le monde médical, c'est qu'en fait, il y a un médecin généraliste qui va vous dire, vous allez voir un spécialiste à l'hôpital, et l'hôpital qui va lui donner ses comptes rendus. Donc aujourd'hui, il y a des échanges de courrier. Et donc, ils se sont dit, comment on fait pour équiper les médecins? Il faut être honnête, les médecins, ils n'ont pas le temps. Et ils ont juste, c'est très compliqué de les adresser. Et eux, ils n'ont pas un gros pain parce qu'en fait, le courrier pour le spécialiste, ils le donnent à leurs patients, puis ça ne leur coûte pas beaucoup d'argent. Ça leur coûte la feuille qui est imprimée. Par contre, vous savez combien dépense un hôpital en impression chaque année? Les hôpitaux de taille moyenne, 350 000 € par an d'impression. Et quand vous rajoutez l'affranchissement, on arrive au demi-million. Donc, qu'est-ce qu'ils sont allés faire avec cette boîte-là? Ils sont allés discuter avec les hôpitaux, ils sont allés valider que le pain, c'était ça, 1 demi-million d'euros par an, puis ils ont rajouté le côté écologique d'impression de moins de papier, etc. Et ils ont fait quoi? En fait, ils se sont interconnectés avec leur système d'information et leur ont dit, demain, vous pouvez envoyer directement via notre messagerie sécurisée les comptes rendus. Et ces comptes rendus, en fait, aujourd'hui, ils disent, on a un seul canal de sortie, si le médecin avec lequel vous voulez discuter, il est connecté, il le recevra sur sa messagerie sécurisée. S'il n'est pas connecté, c'est nous qui imprimons le courrier pour vous, sauf comme on l'a industrialisé et qu'on a des effets de masse, en fait, on vous réduit le coût. Et au passage, ils vont voir certains médecins qui sont régulièrement sollicités en disant, cher médecin, le mois dernier, vous avez reçu 15 courriers qu'on a envoyés de la part de tel, parce qu'ils ont les statistiques. Est-ce que demain, vous voulez passer sur la messagerie sécurisée, ça va vous faire gagner du temps et ça vous évitera de gérer du papier? Et donc, en fait, ils sont rentrés chez les médecins comme ça, par un moyen détourné. Et au passage, qu'est-ce qui paye aujourd'hui? Ce sont les hôpitaux. Parce qu'un hôpital que tu vas voir et que tu lui dis, voilà, l'année prochaine, au lieu de payer 1 million d'euros, je vais te facturer 50 000 €. Tu gagnes 450 000 € pour un truc que tu es obligé de faire. On fait quoi? On discute ou tu continues à bosser comme tu bosses aujourd'hui? Même avec ce discours-là, un hôpital, c'est 18 mois le délai pour le signer. Ça n'empêche qu'ils ont été validés un pain et qu'au départ, ils allaient bosser avec les médecins et que les médecins, en fait, tous ont dit que c'était une super idée. Personne n'a signé. Même gratuitement, le sujet, c'était même pas de payer. Non, mais j'ai pas le temps. Non, mais rappelle-moi dans 6 mois. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu fais. Comment ils ont découvert ça? En faisant des interviews, en connaissant leur cible et en validant et en cartographiant leur écosystème. Ok, je veux faire gagner du temps aux médecins. Pourquoi? Comment? Les médecins, ils discutent avec qui? Comment ça se passe? C'est quoi le process? Il se passe quoi dans ces courriers? Comment est écrit un courrier? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Ok, c'est de la donnée santé, c'est des données qui sont sensibles, c'est des données sur des patients. Comment on stocke ces données? Quelles sont ces contraintes légales? Est-ce que je vous ai donné une illustration, est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Définissez votre cible, cartographiez votre écosystème et ne soyez pas arc-boutés sur « Ok, j'ai défini une cible, c'est les médecins, je travaille avec eux. » Non. C'est une bonne cible pour comprendre et cartographier l'écosystème, mais après, comment on rebondit et comment on va toucher le reste de l'écosystème et comment on valide qu'il n'y a peut-être pas quelqu'un qui a un besoin qui fait encore plus mal. Je reprends mon cas du caillou dans la chaussure. Peut-être que moi, qui suis sédentaire, assis à mon bureau toute la journée, je vais acheter votre pansement. Sauf que, imaginez qu'en travaillant sur mon écosystème de tous les gens qui ont un caillou dans la chaussure, je tombe sur celui qui a fait un marathon. Non seulement mon pansement, je vais pouvoir le vendre, mais en plus, s'il coûte 10 € l'unité, il va me l'acheter quand même. Et au passage, il faut que je sois sur les stands de ravitaillement du marathon. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on a abordés tout à l'heure? Je suis en train de relire mes notes. Des sujets qui n'ont pas été abordés, qui vous angoissent?
J'ai juste une petite remarque un peu pratique. Les kinés, on est à peu près surchargé. Moi, je reçois personne d'ailleurs. Même s'ils me proposent d'interviewer, je reçois personne. Personne. C'est pas possible. Parce que je me dis, merde, c'est quand même du boulot en moins pour mes startups et mes machins et ma réflexion. Puis même, c'est du temps où je ne vais pas bouquiner ou pas discuter avec mes amis ou ma famille. Je préfère parler à mon chat. Mais par contre, ce n'est pas le contexte, mais je trouve que les congrès et les réunions professionnelles à la pause café, là, je suis hyper dispo et je suis dans un temps où je suis hors du cadre. Bon, alors, ce n'est pas trop le moment, mais par contre, en congrès, j'ai tissé vachement de liens et finalement où j'ai pu donner. Alors qu'on me démarche, même un ami, il y a une amie qui m'a dit, tiens, j'ai quelqu'un, elle aimerait vraiment te parler, savoir si elle doit faire, nana. Voilà. Et effectivement, même un truc, est-ce que je peux te faire gagner du temps? Non, ce que je veux, c'est surtout pas en perdre à te parler. Enfin, c'est affreux, hein, mais c'est un peu ça. Et donc, les bulles, c'est parfois justement les groupes, les congrès, les rassemblements, les événements. Moi, je trouve que c'est super malin ce que vous avez dit pour les événements, parce que c'est un bon moyen où les gens sont hors de leur cadre. Et, voilà. Et surtout, ils ont fait le déplacement. Quand vous êtes dans un événement qui a des gens autour de vous, ils ont déjà décidé d'investir ce temps-là dans l'événement et ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Voilà. Et alors, je sais que la période actuelle est un peu compliquée avec le contexte, mais sur la cartographie de l'écosystème, échanger avec des gens, discuter, avancer. Voilà. Laure, ce matin, tu as décidé de passer 2h30 avec nous et donc tu as décidé d'investir ce temps-là et tu es déjà là. Et donc, voilà, c'est ce raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous aide? Pour revenir sur ce que disait Laure, c'est vrai qu'en même temps, il faut vendre le rendez-vous, vendre le besoin, quoi. Et pourquoi je veux te voir? Parce que ce besoin-là, je peux te le soigner, répondre à ton problème, quoi. Si on prend rendez-vous sans rien dire, sans rien expliquer, c'est vrai que tu vas acheter la personne, quoi. Enfin, moi, je fais la même chose. Mais quelqu'un comme Laure ou quelqu'un comme toi, Denis, il faut que mon besoin il soit ultra précis et que ma proposition de valeur elle soit précise. Et en fait, vous n'êtes pas des contacts que je vais solliciter tout de suite. Je vais essayer de les contacter le plus tard possible et j'ai essayé de comprendre dans mon persona le sous-segment que vous êtes en fait. Et je vais essayer de comprendre, voilà, un médecin qui est installé depuis des années et qui de toute façon n'accepte pas de nouveaux patients, potentiellement il aura peut-être moins de temps. Et donc j'ai essayé de comprendre comment je suis capable de le segmenter. Tout à fait. Voilà. Et après, offrir un café, proposer une pause, offrir une bouffe, des fois ça marche bien. Moi j'ai certains interlocuteurs, je sais que si je veux leur parler, je leur offre un déj. Ouais, non, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà. J'en suis à plus de 5 kilos et à cause du déjeuner. Faut arrêter le McDo ou faut arrêter le McDo. Ouais, c'est pour ça que moi, il m'arrive sur les déj de faire. Il m'est arrivé en certaines semaines de faire entre 5 et 10 restos en moyenne par semaine. Donc midi et soir pendant 5 jours. Et donc, des fois, on est très content d'être à la maison et de cuisiner un truc. Mais oui, j'ai eu des périodes où c'est difficile et. Alors, je suis pas à plaindre, hein. Il y en a qui n'ont pas à manger, mais ça n'empêche que voilà, on fait attention. Et moi, il m'est arrivé plusieurs restos de suite de faire une salade ou un équivalent plutôt léger, parce que sinon, c'est juste pas possible, quoi. Hugo, Yann, vous nous dites dans le contexte actuel, faire du réseau, c'est compliqué, les rencontres physiques. Est-ce que la discussion qu'on a eue là vous aide à imaginer les choses différemment? Ouais, bah, notamment par rapport aux interviews ou aux moments comme ça qu'on peut créer un peu privilégié avec les gens. Ça peut être clairement une piste. Et justement, par rapport aux interviews, une question que je me posais, c'était du coup, tu disais que toi, tu les formalises sous forme, sur LinkedIn, sur un blog ou quoi que ce soit. Derrière, du coup, est-ce que tu peux rappeler un peu ce que tu en tires du coup le fait de formaliser ça, ce que ça t'apporte? Ouais, alors déjà, ça va faciliter les prochaines interviews parce que j'ai déjà de la matière, donc je suis capable de montrer des références et dire est-ce que vous voulez que je vous interviewe comme quelqu'un qui vous ressemble, comme quelqu'un d'une boîte similaire, comme voilà. Et donc, je vais pouvoir utiliser ces liens et c'est une bonne accroche. Le fait de les formaliser, ça me fait du contenu, ça me permet d'animer mes réseaux sociaux, ça me permet d'améliorer le référencement d'un blog, ça me permet, voilà, ça, ces choses-là. Et des fois, le temps de l'interview, en fait, ma cible en face, je me rends compte que je vais jamais bosser avec elle parce qu'elle n'a pas de besoin ou je suis pas la bonne personne. Et donc, si j'ai formalisé l'interview, j'en ai retiré quelque chose qui fait avancer mon business. Voilà. Ça me donne plus de crédibilité, plus de visibilité.
Et derrière, ça me permet aussi de formaliser certaines choses. Et globalement, il faut vous dire que sur les interviews, moi, il m'est déjà arrivé de faire des interviews juste pour le plaisir de faire des interviews. C'est-à-dire, en gros, je suis curieux de ce métier-là, j'aimerais mieux le connaître pour mieux comprendre, sans même forcément avoir un business derrière. Et on m'a jamais dit non, en fait. Et ça en est suivi pour certains de belles amitiés. Parce que j'ai interviewé quelqu'un à distance qui était à Paris, j'étais pas à Paris, et qui me dit ah bah c'est sympa, la prochaine fois que tu viens à Paris, passe, on prend un café. Voilà, du réseau. Du réseau. Des fois, c'est du réseau pour du réseau. Et la plupart des gens avec lesquels je discute, je ne sais pas forcément, c'est le côté sérendipité, je ne sais pas forcément où est-ce que ça va m'amener. Je crée une relation. La bonne nouvelle, c'est que dans le business, en fait, des demandes en mariage, vous pouvez en faire plusieurs tous les jours. Hugo, là, ce que tu viens de me dire m'a fait penser aussi à quelque chose, des réseaux d'écoles, des réseaux d'anciens d'une école, ça aide tout simplement parce que vous avez un point commun. Moi, aujourd'hui, quand j'appelle les anciens de mon école et que je dis, bah voilà, j'ai fait ça, je suis de telle promo, on a un point commun. Donc, en fait, j'ai déjà brisé la glace. Et en fait, cherchez un point commun avec la personne qui est en face de vous. Plus vous avez un point commun, mieux ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple tout bête que je cite régulièrement, mais moi qui est vraiment le cas typique. J'ai une amie à Bruxelles qui est designer et qui, il y a une dizaine d'années, parce que ça date d'il y a un moment, a postulé à un poste dans une boîte. Et elle fait partie des 3 finalistes. Vous savez qu'est-ce qui a fait qu'on l'a pris elle plutôt que les 2 autres? Elle faisait de la guitare. Le patron de la boîte, celui qui a fait les entretiens, faisait de la guitare et s'est dit tiens, c'est cool, quelqu'un avec qui on va pouvoir peut-être faire de temps en temps de la musique. On est d'accord, hein? Même niveau de compétence que les autres. Même prétention salariale, mêmes enjeux, voilà. Il y a un moment, quand je dois faire un choix, je discrimine avec des choses qui ne sont pas rationnelles. C'est tout. Elle n'était pas mieux ou moins bien que les autres. Elle faisait de la guitare. Trouvez-vous un point commun. Et c'est là où les réseaux sociaux aujourd'hui sont magiques parce qu'en fait, on poste quand même pas mal de choses. Et donc, quand vous faites votre préparation au départ et votre fichier, c'est vraiment un temps de préparation qui est essentiel, ou quand on vous l'a recommandé et qu'on vous a donné des éléments, prenez des notes. Moi, je vous donne un élément tout bête. J'ai eu l'occasion de bosser en société de service avec des grands comptes internationaux et entre autres de pas mal bosser avec Nestlé. À chaque fois que j'avais un nouvel interlocuteur qui m'était... Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais. À chaque fois que j'avais un nouvel interlocuteur chez Nestlé, d'une nouvelle marque, voilà, je demandais toujours plusieurs choses qui me faisaient toujours rire mon équipe. Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que cette personne a des enfants? Et quelles sont ses passions? Et déjà, quand c'est une femme et qu'on me dit est-ce qu'elle est mariée, la réaction c'est Pierre, tu veux la draguer? Non, en fait, juste, je veux connaître son contexte. Et moi, j'ai une de mes clientes, elle avait une animalerie. Elle avait des chiens, des chevaux, des canards. Et en fait, le fait d'avoir ce genre de choses, d'infos, en fait, permet d'avoir une meilleure relation. Alors pourquoi je demande si la personne a des enfants? C'est un truc tout bête, parce qu'en fait, si elle a des enfants, moi je bossais avec une trentaine de pays en Europe, et j'avais sur mon agenda les différentes zones de vacances scolaires dans chacun des pays. Quand j'avais mon contact en Pologne et que je savais que la semaine prochaine, c'était les vacances scolaires, et que je lui proposais un nouveau rendez-vous pour qu'on s'appelle et qu'on avance sur nos projets, je lui disais, est-ce que tu es dispo la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que je sais que c'est les vacances scolaires. Ça a l'air de rien. Mais je viens de faire un truc qui, en sociologie humaine, est essentiel, du mimétisme. Je te ressemble, donc je te comprends, donc je ne suis pas un ennemi. Et je m'adapte à ton contexte. C'est des choses c'est des toutes petites choses. Donc le fait d'avoir du contexte, le fait de connaître mon interlocuteur, de savoir comment il se comporte, c'est un truc tout bête, mais moi j'ai une de mes interlocutrices avec lesquelles j'échangeais régulièrement, où le deal, c'est je suis disponible quand tu veux, c'est ce qu'elle m'a dit, mais entre 18 et 21 heures, je m'occupe de mes filles. Par contre, s'il y a des urgences, il faut se rappeler à 21 heures, on se rappelle à 21 heures. Et donc moi, je l'ai noté dans sa fiche, et j'ai mis un point d'honneur, les 3 ans où on a travaillé ensemble, à ne jamais l'appeler entre 18 et 21 heures. Elle m'a posé le cadre, c'était le deal. Moi, ça m'allait. Vous voyez ce que je veux dire en vous donnant cet exemple? C'est essentiel. Plus vous avez de connaissances fines sur comment fonctionne votre cible, sur comment elle se comporte, sur ses enjeux, même sur des enjeux familiaux. Moi, j'aime bien savoir si la personne, elle vit en ville ou à la campagne, si elle est en maison ou en appartement. Mais on me dit, mais ça sert à quoi? Je suis en B2B. Oui, mais ça me permet de mieux comprendre le contexte.
Ça me permet de mieux comprendre les enjeux, ça permet de mieux de m'adapter à elle. Et encore une fois, ça me permet d'être plus humain. Ça vous parle? Vous voyez des cas concrets avec votre business? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Le pourquoi, le why. Qui est votre persona ou qui est votre cible commerciale? Quel est son besoin? Alors, quels sont ses besoins et quel est son besoin? Faire du quali puis du quanti. Des interviews, des interviews, des interviews, des interviews, des interviews. Si vous en pensez en avoir fait trop, c'est que vous n'en avez pas fait assez encore. Moi, je vous conseille d'avoir un ou une mentor. D'avoir quelqu'un qui vous suit, à qui vous rendez des comptes. Parce qu'en fait, le fait de rendre des comptes vous oblige à avoir des dates limites. Et ces dates limites vous obligent à faire les choses et vous interdisent de procrastiner. Et mettez-vous des dates courtes. C'est toujours facile de rajouter du temps. Ça, je le fais pour demain soir. C'est plus facile de rajouter une journée plutôt que de dire je le fais pour dans 15 jours et puis de le faire la veille. Et en dehors de produire pour un client que vous avez signé, alors un client, un spoiler et j'enfonce une porte ouverte, un client, c'est quelqu'un qui paye une prestation. Sinon, ce n'est pas un client. Le nombre de boîtes qui vont dire « Ah non, mais là, j'ai 10 clients. » OK? Ils payent combien? Ah, mais rien, ils testent l'application. OK, c'est 10 utilisateurs. Ce n'est pas des clients. Donc, soit je bosse pour un client, soit la seule chose que je dois faire, c'est définir ma cible, son besoin et ma proposition de valeur. Tout le reste, c'est une perte de temps absolue. Vraiment. Vos cartes de visite, votre charte graphique, on s'en fout. Votre site internet, on s'en fout. Votre catalogue de services, on s'en fout. La structuration de votre boîte, on s'en fout. Ce n'est pas la priorité. Tout le reste est une perte de temps. C'est du bullshit. Et c'est des choses derrière lesquelles vous vous protégez pour ne pas faire ce qui est essentiel pour votre business. Vous avez besoin de rien pour vendre. Rien, rien, rien. Un numéro de téléphone, un fichier Excel, une boîte mail. Et honnêtement, je prends n'importe lequel de votre business et je vous explique comment vous faites tourner avec une feuille Excel. Ce n'est pas un problème. Et oui, vous allez le faire à la main. Oui, ce sera chiant. Oui, ça prendra du temps. Le jour où vous passez votre temps plein, toutes les heures de toutes vos journées à les gérer à la main, c'est que ce jour-là, vous générez du chiffre d'affaires, c'est que vous avez défini votre proposition de valeur, c'est que vous avez défini votre cible, c'est que vous avez compris votre business. Je vous prends un autre cas, moi, qui me fait rêver et qui fait partie des boîtes qui juste ont tout compris. Il y a 2 mecs qui étaient dans le business de l'énergie, qui ont décidé de monter une startup il y a 5-6 ans. Leur proposition de valeur et leur deal au départ, c'est qu'on va aider des boîtes qui ont plein de sites à réduire leur consommation électrique et surtout les coûts. Donc, par exemple, on prend Intermarché, qui a des centres commerciaux partout en France, et on va prendre chacun des contrats et on va s'assurer qu'ils aient les bons contrats. Alors, je vous donne juste un élément de contexte. En fait, si j'achète 30 kWh et que j'en utilise 45, eh bien, peut-être que des fois, il vaut mieux que j'ai un contrat à 60 pour en utiliser 45. Parce qu'en fait, je vais payer pour 30 et puis je vais payer 15 de dépassement. Un petit peu comme les forfaits mobiles qui ne sont pas illimités, où en fait, les heures de dépassement, les minutes de dépassement sont très chères. Et bien là, c'est la même chose, ils font les analyses et puis ils leur disent, bah là, sur tel supermarché, vous êtes à 45, il vaudrait mieux que vous ayez 60. Et bien, ils étaient à 2 et ils ont monté des Excel qui étaient des usines à gaz. C'était un cockpit d'aviation. Des Excel avec 50 onglets, avec des dizaines de milliers de lignes, et ils ont tout fait à la main. Ils ont signé des clients, ils ont fait le boulot, et ils ont fait un boulot de chien. Puis, au bout de 3 ans, quand ils avaient une boîte qui fonctionnait, qui commençait à faire quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ils sont allés voir des devs sur le marché, puis ils leur ont dit, bah tiens, toi, je t'embauche, tu montes toute notre structure, puis ils lui ont filé l'Excel, ils ont dit, voilà, maintenant tu l'industrialises. Tout ce qu'ils ont développé, ils n'ont pas eu besoin de le jeter parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, ils ont gagné du temps. Demain, quand vous avez votre business qui tourne, que vous savez ce que vous faites, que vous avez fait vos process à la main, et que vous n'arrivez pas à industrialiser, vous m'appelez. Et à ce moment-là, je vous dirai comment on peut industrialiser le petit truc, potentiellement même sans faire du code, potentiellement même avec un outil du marché. Prenez des outils no-code, vous prenez des outils comme Airtable, vous prenez un outil comme Google Sheet avec un Google Form dessus, vous prenez un outil comme Typeform, ça peut vous faire gagner énormément de temps et vous permettre d'industrialiser des processus.
Étape numéro 1, on fait à la main. Étape numéro 2, on fait en système D avec des bouts de ficelle. Étape numéro 3, on fait un dev spécifique. Allez, je vous prends un autre exemple pour le plaisir. On change complètement d'écosystème. Il y a 2 ans, j'ai été contacté par un joaillier, une maison de joaillerie française qui travaille avec des horlogers bijoutiers. Donc, le business, c'est d'avoir des commerciaux sur le terrain pour vendre nos bijoux à des horlogers bijoutiers qui les vendent à leurs clients. On a un problème, c'est qu'ils étaient référencés chez 600 horlogers bijoutiers et que le marché diminue chaque année et qu'ils m'ont dit dans 3 ans, on a perdu 15% de notre marché parce que les horlogers bijoutiers sont tous proches de la retraite et donc il y a 15% des horlogers bijoutiers qui vont fermer dans 3 ans. Donc nous, on va perdre une partie de notre chiffre d'affaires, une boîte qui fait 2,1 millions. Ils me disent, on veut vendre sur Internet. Et le brief, c'est on veut un site e-commerce qui crache du chiffre d'affaires et qui nous permet de compenser la perte de nos horlogers bijoutiers. Sauf qu'en fait, on ne connaît rien à Internet et on ne sait pas ce que c'est que le marketing. OK. La question, c'est combien ça coûte un site e-commerce? Possibilité numéro 1. Je vais voir une agence, je lui demande un site e-commerce. Il faut savoir qu'un site e-commerce standard avec quelques fonctionnalités, c'est 50 000 €. Puis, j'ai jamais vendu en ligne. Je ne sais pas exactement ce qui va marcher. Je ne sais pas si c'est les bons produits. Je ne sais pas si j'ai le bon positionnement. Je ne sais pas combien va me coûter mon acquisition de trafic. Donc moi, j'ai vu la dirigeante de la boîte et je lui ai dit, tu as 2 choix. Tu mets 50 000 € et tu sais que dans 2 ans, on jette ton site et que tu remettras 50 000 €. Ou on va bosser avec Shopify. Donc on a bossé avec Shopify. On a pris la licence la plus élevée qui coûte 350 € par mois. Donc on a 300 € par mois. Donc on a 3 600 € de licence à l'année. Donc je lui ai dit, bah voilà, tu vas payer 2 fois 3 600 € pour aller jusqu'à 24 mois. Puis, on va quand même faire un peu de sur-mesure sur le développement de ton thème pour avoir des trucs un peu sympas. On va acheter 5 000 € de développement. Donc, 5 plus 2 fois 3 600, en gros, je suis à 12 000 € en 2 ans, versus 50 000. Et je lui dis, dans 2 ans, je viendrai te voir et je te demanderai 50 000 € pour faire un dev complètement spécifique. Ce qui va se passer, c'est que Shopify est capable de vendre, est capable de faire plein de trucs, a plein de plugins, et qu'on est capable de faire 90% de ton business, peut-être 95%. Et tout ce qui va être frustrant pour toi dans les 2 prochaines années, on va le noter. Il y a des trucs que tu n'arriveras pas à faire. Dans 2 ans, on aura un cahier des charges très précis de ce qu'il faut développer. Et au passage, les 30 000 € que tu aurais mis de différence entre, plus que ça, les 38 000 € que tu aurais mis de différence entre 12 et 50, il y a 2 ans, tu ne les as pas mis. Donc, ce sera beaucoup plus facile de sortir 50 000 € dans 24 mois. Vous voyez l'approche? On fait une approche système D, le plus simple, le plus efficace. Et encore là, on a décidé tout de suite de partir sur une grosse machine. J'ai mis 5 000 € de dev sur la, 5 000 € de dev sur la table et on a pris une licence à 300 € par mois. Ça aurait été une startup, j'aurais conseillé le truc différent. J'aurais dit, tu ne prends pas la tête, tu prends le premier abonnement. Alors, Shopify, on peut bosser avec le français WheezyShop aussi. Tu prends le premier abonnement, je crois que WheezyShop, il commence à 29 € par mois. Et juste, tu prends les fonctionnalités de base, tu ne te prends pas la tête. Tu fais du chiffre d'affaires. Et quand tu as fait du chiffre d'affaires, on se posera la question de passer à une version supérieure. Vous voyez l'approche? On fait simple, on fait efficace, on ne met pas beaucoup d'argent sur la table. Alors, on n'en met pas beaucoup, ça ne veut pas dire on met 0. Moi, j'ai connu des gens qui me disent « Ah non, mais un outil, 20 € par mois, c'est trop. » Non, non, une fois que tu as validé ton besoin, 20 € par mois, si ça te fait gagner plusieurs heures toutes les semaines, tu le fais. Juste, c'est non négociable. Ton temps, il vaut plus que ça. Ah, ça, c'est une très bonne question. Il vaut combien votre temps? Posez-vous la question. Si demain, je dois automatiser un truc qui me prend 1 heure par mois, combien je suis prêt à payer? Alors, pour l'instant, si vous ne faites pas de vente, votre temps, il ne vaut rien. Par contre, quand vous allez commencer à faire plein de trucs, et quand vous allez commencer à faire des ventes, quand vous allez commencer à produire pour vos clients, bah forcément, vous avez un temps qui est limité. Aujourd'hui, votre valeur, c'est le temps. Demain, votre valeur, elle sera sur l'argent. Et donc, petit à petit, on va faire la bascule du temps à l'argent. C'est clair, cette notion de votre temps, il ne vaut rien aujourd'hui et il vaudra de plus en plus quand en fait, du temps, vous en avez plein. Non, mais c'est très pertinent, effectivement. Aujourd'hui, on se dit notre avantage, c'est qu'on est pauvre, mais qu'on a du temps. Et puis après, on n'aura plus de temps, mais il faudra rentabiliser certaines choses pour continuer à faire de l'argent. C'est ça que vous dites? Exactement. Et moi, j'ai certains outils aujourd'hui qui, en 1 heure, sont capables de me faire le boulot de 10. Et donc, ça vaut le coup de mettre ce budget-là. Parce qu'en fait, ça divise par 10 mon temps. Donc, ça me rend plus efficace et plus opérationnel. Par contre, commencer à acheter des outils dans tous les sens alors que vous n'avez pas défini votre persona, son besoin et votre proposition de valeur, c'est merdique. Ça sert à rien.
Moi, le nombre de boîtes qui m'appellent et qui me disent le nombre de porteurs de projets. Pierre, il faut que je choisisse un CRM. Oui. Non, mais je vais avoir plein de contacts, il faut que je choisisse un CRM. Non. Un fichier Excel, c'est un très bon CRM. Et le jour où tu passes un mi-temps dans ton fichier Excel, on en reparle. Parce que le cas du CRM, c'est un cas qui, moi, me fait mourir de rire. Vous allez prendre un CRM, vous ne savez pas s'il est adapté pour vous, et en plus de ça, il y a de fortes chances que vos process ne soient pas clairs, que vous ne sachiez pas l'utiliser, vous passiez énormément de temps, puis même que vous passiez énormément de temps à apprendre à utiliser le CRM pour ne pas assumer il faut que je passe des coups de fil, il faut que je fasse des interviews, il faut que je rencontre des prospects. Et devenir un super technicien de votre CRM, alors remplacez le CRM par l'outil que vous voulez, devenir un super technicien de cet outil, génial, tu vas pouvoir faire une reconversion professionnelle et tu vas pouvoir te vendre dans une autre boîte pour faire ça. Alors, j'en vois certains qui rigolent et vous avez raison, j'en connais certains qui ont pivoté, qui sont devenus consultants sur ces logiciels-là, parce que leur boîte n'avait pas fonctionné. Et c'est très bien, c'est une bonne reconversion, tant mieux. Vous voyez l'idée? Je vais finir avec une dernière chose, une phrase que j'aimerais bien que vous écriviez en gros. Demande et tu auras. C'est une règle de base. Si vous ne demandez pas un coup de main, on ne vous aidera pas. Si vous demandez un coup de main, on vous aidera. Alors, il y a la manière de demander, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Salut Bertrand, tu peux faire le job à ma place, s'il te plaît? Parce qu'en fait, j'aimerais bien que tu sois mon esclave. C'est pas la même chose que salut Bertrand, j'ai fait ça, ça, ça et ça, je galère, j'ai essayé d'autres choses. Écoute, là, je suis un peu dans la galère, est-ce que tu peux m'aider? Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce monde d'entrepreneurs, les autres vous donneront un coup de main avec grand plaisir parce qu'en fait, demain, ils auront peut-être besoin de vous. C'est un écosystème où il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de bienveillance. Alors forcément, si vous vous comportez comme des connards et que vous arrivez en disant hey, tu me dois ça, ça risque de mal se passer. Mais si vous êtes humain et que ça se passe bien, en fait, vous allez avoir de l'entraide. Demande et tu auras. Demande pas et tu n'auras rien. C'est la base. Moi, je vous invite, si vous avez un endroit où vous avez votre bureau, si vous avez un fond d'écran sur votre téléphone, sur votre ordinateur, écrivez-le vous en gros. C'est un mantra. Demande et tu auras. Demande, 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 demande. Pose des questions, creuse. Quand un truc tu ne comprends pas, demande. Il est 10h33. Normalement, on était censé finir à 10h30. On est 3. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps. Moi, j'ai encore une demi-heure. On a deux choix. Soit on s'arrête là, et ceux qui veulent pourront s'arrêter là, et voilà. Soit sur une super idée de nos amis Hugo et Yann, on rejoint un petit Discord qu'on a préparé hier soir. Donc le principe du Discord, en fait, c'est qu'il y a des différentes rooms, et qu'en fait, dans la room, vous pouvez nous rejoindre en vocal, et donc vous pouvez changer, comme si on était dans une salle, et qu'en fait, il y avait une dizaine de groupes, et vous passez d'un groupe à l'autre. Voilà. Parce qu'en fait, si là, tout le monde se met en mute et qu'on parle, ça va être le bordel. Par contre, si on est 3-4 par room, ça va bien se passer. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour nous rejoindre sur le Discord? Ok, alors ce que je vous propose, c'est que je vais juste récupérer l'adresse, je vais vous la mettre dans le chat ici, et je vais vous proposer pour ceux qui veulent de nous rejoindre sur le Discord, et pour qu'on continue la discussion, si ça vous va. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est bien. Génial.